Wallace, même quand tu joues un type infâme. Wallace, on t'aimera jusqu'à la mort. Wallace, duo avec Lee Xiaoran. Wallace, normal qu'on en demande encore. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie. Ah oui, encore. On n'était pas les seuls à en demander encore d'ailleurs, hein, parce que du coup, ils ont eu une autre série, presque dans l'univers alternatif, comme on en parlait la dernière fois avec Léo. Quand tu remets les mêmes et que tu recommences, t'as l'impression que t'es dans le multivers drama chinois. Bon, on est reparti sur Dallas, hein. Même si on a arrêté de chanter, je pense que vous n'y couperez pas de toute la série Wallace. Ah, j'y tenais, j'ai été inspirée là. Ah, bah tu peux y tenir. Là, on a encore quelques séries avec lui qu'on n'a pas encore débriefées. Normalement, on en a deux sous le coude. Il a été prolifique quand même. Prolifique, et puis on attend encore celui qui doit sortir cette année, qui nous donnera peut-être un spécial qui va passer avant les autres. L'amour de l'empereur, l'empereur et l'amour, je ne sais plus ce que c'est. L'amour de l'empereur. Ça, c'est The Emperor's Love, oui, c'est ça doit être ça. Hâte de voir ça. Hâte. C'est bien quand nos cadras brillent de mille au feu. Donc ça fait vachement plaisir quand t'as des acteurs un peu plus âgés. Là, il y en a un actuellement que je suis en train de suivre qui s'appelle The Outsider avec Wengo Gao. C'est chef qui... C'est agréable de voir des trucs un peu plus mûrs, si tu veux. C'est pas un cadra, c'est des fins de trentenaire, mais c'est quand même agréable d'avoir des acteurs plus mûrs et qui font des choses, du coup, un peu plus... moins cucul à praline, quoi. J'ai rien contre les trucs cucul à praline, mais de temps en temps, ça fait plaisir. T'en consommes pas mal. T'es un peu obligé. J'en consomme parce que je suis restée jeune dans ma tête, mais quand même. Mais j'aime bien avoir des trucs un peu plus mûrs. Oui, il faut de tout pour... C'est bien aussi de voir des gens plus âgés avec des problématiques différentes, des familles recomposées, des deuxièmes chances, des retrouvailles. C'est bien d'avoir orgueil et préjugés, mais c'est bien aussi d'avoir persuasion, tu vois. Complètement. Fromage et dessert, comme tu dis. Faut savoir savamment doser son drama chinois, mais fort heureusement, avec tout ce qu'il nous donne, tu peux arriver à doser, tu peux même arriver à doser dans le Wallace. J'ai vu récemment justement un comparatif entre 3 de ces personnages dans une série que tu n'as pas vu. Donc il y avait celui-là, il y avait celui de My Sunshine, et l'autre qui est dans Best Time. Et donc une nana comparait les 3 en disant lequel était son préféré. Alors ça n'est pas Mo Hongfang, bizarrement, celui dont tu parlais aujourd'hui, personnage que tu as qualifié d'infâme, au personnage qu'on va qualifier d'irrésistible, moi je dirais... Ah mais l'un n'empêche pas l'autre, vous nous connaissez, père. Oui. Alors oui, mais alors attends, on n'est pas les seuls, hein, parce que... On n'a même pas donné le titre. Mais oui, le titre. Bon, vous le voyez sur l'image, mais pour ceux qui sont sur SoundCloud, vous avez le titre. Too late to say I love you. Il est trop tard pour te dire que je t'aime. Mais il n'est jamais trop tôt pour le redire à Wallace tous les jours que on t'aime Wallace, on te kiffe carrément. Et tout le monde l'a kiffé parce que ce rôle a été son explosion. Enfin, c'est le rôle qui a fait de lui une star. Donc série de 2010, qui est devenue l'étalon or, comme voilà, c'est l'étalon d'or de notre drama chinois, qui est devenu l'étalon or de l'ère républicaine. Je dois dire, j'ai l'impression, en fouillant un peu, qu'il n'y en a pas eu énormément avant. Celui le plus vieux que j'ai pu trouver en série, hein, on est d'accord, hein, parce qu'il y a des films, hein, certainement, mais un des plus anciens avant, c'était peut-être celui de 2007. Je suis sûre qu'il y en a peut-être d'autres avant, mais disons, dans la sphère drama, tu peux trouver un en 2007 qui a l'air intéressant aussi dans ce genre, parce qu'en ère républicaine, bon là, nous, on est dans un thème romantique, drame, etc. Sinon, tu peux avoir des séries d'espionnage, des séries de guerre, tu peux avoir des séries politiques, donc souvent ça va avec ce thème, ou de détectives privés. Ils aiment beaucoup aussi ce thème-là. Années 20 et détectives privés, c'est un combo qui marche assez bien. Mais là, pour ce thème précis qui est amour et passion, disons-le franchement, voilà, on va le vendre comme ça, c'est l'étalon or. Tu peux, parce qu'Amour et Passion, donc c'est une collection je sais, grâce à toi, de romans d'amour, et il faut dire que les Chinois, je suis pas sûre pour les titres en chinois, voilà, mais tous les titres en anglais, ils osent, ils ont peur de rien, les Chinois. Souvent, quand même, on avait déjà fait la blague une fois, c'est-à-dire que tu as le générateur automatique de drama, où
tu joues avec Enchanted, Love, machin, tu mélanges tout avec... voilà. À un moment même, des fois, tu te retrouves avec les mêmes titres et tu sais même plus quelle série tu regardes. Tu te dis, mais je l'ai déjà vue celle-là. Non, c'est une autre. Et c'est pas forcément un remake. Des fois, c'est même perturbant. Donc voilà. Donc Étalon Or, 2010, 36 épisodes de 45 minutes. Et effectivement, j'ai l'impression que la plupart des séries qui sont sorties après essayent d'arriver au culte de Mu Zhongfang, donc le personnage principal, parce que c'est vrai que le personnage est devenu culte. Des gens qui n'en dormaient pas de la nuit à cause de ce perso et de cette série, j'en ai vu passer sur les réseaux, qui t'ont expliqué soit parce qu'ils faisaient les traductions du bouquin dont c'est adapté, soit parce que voilà, ils faisaient je sais pas, peut-être des fanfics, des machins, des trucs, mais il y a eu un vrai culte. Je pense que ça a émoustillé pas mal de gens et ça marche toujours 13 ans plus tard. Ah bah rien que tu te fais une compile des bisous, vous savez que Wallace Chung c'est sa spécialité. Rien que ça, tu te dis, ils ont mis la barre vachement haut dans ce drama. Wallace met la barre haut, qu'on se le dise. Peut-être que ce sera le titre de cette série. Wallace met la barre haut. Effectivement. Mais le fait est parce que ça reste une série extrêmement audacieuse 13 ans plus tard, alors que tu aurais pu penser que depuis, les braguettes ont sauté, si tu veux, dans l'univers du censorship chinois. Mais non, que nenni. Ça reste assez prude, hein, comme on le dit, ils sont très victoriens. Ce qui est le comble pour une ère républicaine, disons-le franchement. Parce que c'est quand même souvent une ère hyper violente, comme on l'avait dit, sur le seul drama républicain qu'on a actuellement dans 2 épisodes, qui est le très sympathique Maid's Revenge. qui est encore plus osé, hein, c'est un des rares qui... Ah, c'est vrai qu'on n'a pas eu Wallace en caleçon en soi qui permet pas de voir qui met la barre haut. C'est vrai, je tiens à c'était un regret. Il sera marqué celui-là. Effectivement, un gros regret. C'est vrai qu'on n'a pas une accumulation de torse-poil, mais il met tellement d'autres choses qu'on va pas se plaindre non plus. Mais ça reste quand même hyper sensuel. Quoi. Les baisers, t'y crois, quoi. L'alchimie entre les persos, t'y crois. Ah, puis l'actrice est carrément à la hauteur. Hein. Alicia Oran, elle est vraiment... Je l'ai pas vue dans autre chose à part Because of Love, où justement ils sont réunis à l'écran dans un drama contemporain cette fois-ci. Il se passe vraiment un truc entre les acteurs. C'est phénoménal. Il a de l'alchimie jusqu'à présent, hein, avec tous ses partenaires dans ce qu'on vous a présenté. Même avec nous, il a de l'alchimie, c'est pour te dire. Ouais, alors qu'il nous connaît même pas. Je pense qu'il aurait de l'alchimie avec une poêle à frire ou un briquet, mais toujours est-il que ça fonctionne du feu de Dieu, et cette actrice, elle est exceptionnelle. C'est pas la plus jolie, mais c'est pas la plus charismatique, tu dirais, au premier abord, mais en fait, et au deuxième abord, elle est super. Elle est vraiment top. Et elle tient la route face à lui, parce que on l'a évoqué pour Léo Luo, c'est vrai que un mec comme Wallace Chung, il pourrait prendre toute la place. Franchement, il pourrait. Mais finalement, Angela Baby, elle a réussi à tenir face à lui. Je trouvais qu'elle était pas mal. Mais j'aime pas Angela Baby, hein, vraiment. Hein, j'ai du mal à me faire farcir ces séries. Seven Tan, elle était très bien aussi. Oui, ça, j'adore Seven Tan, donc ça, il n'y a pas de souci. Bah voilà, c'est aussi. Et Alicia Oran, elle est très bien aussi. Ah, c'est sa meilleure partenaire. C'est pour ça qu'ils les ont recollés ensemble. Ah ouais. En plus, ils sont du même âge, quasiment. Bon, lui, il est de 74, elle est de 76. Donc, j'ai le même âge que Alicia Oran. Je pourrais pécho Wallace. Eh oui, tous les espoirs. Mais oui, mais on peut se projeter. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et c'est une divorcée, Alicia Jeune. C'est pas souvent que t'as des divorcés remariés qui plus est. Des divorcés, t'en as quelques-uns, mais ils se remarient pas beaucoup, nos acteurs chinois et nos actrices chinoises. Elle s'est remariée avec un acteur et producteur. Voilà, donc elle est en main. Lui est en main de son côté, donc ils sont pas ensemble malgré leur alchimie. Et tous les acteurs dans cette série sont des années 70. Et donc pour cette série étant de 2010, ils étaient dans la trentaine quand c'est sorti. Ce sont tous maintenant des cadras qui sont encore en cours. Certains des acteurs, on les a vus passer, toi et moi, dans des séries qui sont sur notre playlist, mais ça nous a pas frappé. Je sais pas si toi tu les as repérés, que on les connaissais déjà, certains des acteurs. Y a un des généraux, celui qui fait le père de la bitch. Parce que vous doutez bien qu'il y a une bitch dans l'histoire. Il y a une bitch et un bâtard de compète. Bah, le bâtard de compète était dans Princess Wei Young, je crois. Ouais, je sais pas, un autre rôle. Et il était dans Rise of Phoenixes. Ouais. Ah mais moi, s'il a pas ses petites lunettes rondes, je le reconnais pas, Harry Potter. Bah non, là forcément. De toute façon, alors, je vais te dire, la recette d'une ère républicaine de ce que j'ai pu repérer jusqu'à présent. Tu portes des lunettes, tu es un bâtard. C'est forcément. Même...
Qu'est-ce que c'est que cette lunetophobie? Ah, mais je ne sais là, pas, mais je tiens à le dire que j'ai remarqué, hein, ça s'est vu les gars, que systématiquement dans un drama républicaine, surtout quand on te le présente au début comme le gentil garçon fiancé idéal, tu vois, le gentil fils de famille par opposition à la tempête dans le slip que représente le mec à côté, et ben ce type-là, tu as des lunettes, tu seras un serpent à lunettes, tu seras un bâtard. C'est pas très sympa pour les myopes et ils y sont pour rien. Je suis bien d'accord. Je trouve pas sympa, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on porte des lunettes, hein, mais quand même. Ah non, ça c'est, franchement, hein, ça c'est, dingue. tu vois, dans les récents, que ce soit Maid's Revenge, Bride's Revenge, puisqu'il y a eu une espèce de version alternative, Circle of Love récemment, lunettes, pas kékette, voilà. Ah bah voilà, homme à lunettes, t'auras Non, pas la kékette. tandis que pas lunettes, tu feras kékette. C'est une équation qui est prouvée et reprouvée pour l'instant dans les dramas républicaines. Vivement qu'ils nous sortent un héros à lunettes qui soit vraiment le personnage principal, comme, je sais pas, Pierre dans Guerre et Paix, que Wallace. Peut-être Ah ouais, mais est-ce qu'ils vont nous le mettre avec des lunettes? Voilà, non, on ne sait pas. Ah, je sais pas. Je sens que cet épisode va être d'une grande profondeur intellectuelle. Le ton est donné. Il y a un contexte qui est quand même hyper chargé. Tu l'as dit toi-même, l'ère républicaine, qui est une période hyper troublée. Et ça, c'est bien montré dans le drama. Bon, nous, très rapidement, on va passer sur les histoires de factions, etc. Mais alors, ça se passe dans la région de Shanghai, dans les années 20 ou 30. À l'époque de la républicaine, c'est-à-dire vous avez des seigneurs de guerre, en fait, qui ont des armées et qui se foutent sur la gueule. Donc là, t'as Chengdu contre Yangzhou. Ah, Chengzhou contre... oui, c'est ça. Chengzhou, c'est ça. voilà, Zhou, ça veut dire préfecture. Donc c'est les districts, les préfectures qui sont autour de Shanghai. Donc il y a des très très gros enjeux sur la domination de la région. Donc il y a des scènes de bataille, il y a des scènes d'explosion qui sont... Enfin, au niveau du contexte, c'est pas juste un prétexte à l'histoire, puisque donc Wallace interprète un seigneur de guerre. Il a hérité d'une armée de son père. Alors il n'a pas hérité comme ça, hein. C'est un militaire, il est colonel ou je sais pas quoi, etc. Mais bon, toute la vieille garde de son père, il faut qu'il arrive à la tenir pour pouvoir faire ce qu'il veut et imposer ses volontés et faire des alliances ou au contraire sans plafonner les autres armées pour dominer la région. Et notamment un vieux général qui a une fille à peu près de son âge. Ils se connaissent depuis l'enfance. Vous sentez venir la bitch à plein nez et elle est bitch. C'est une bonne bitch. Oui, une bonne. J'avoue. L'actrice est très jolie. Très jolie. C'est la plus jeune du lot, je crois. Je me demande si c'est pas la seule qui est pas des années 70 justement. Et je pense qu'elle est des années 80. Elle a beaucoup de charme. Elle a une présence. Elle est très jolie, mais elle a pas fait grand chose. Bizarrement, je l'ai pas vue dans grand chose et sa filmographie est, en tout cas en matière de série, est pas très. Donc ça a été un gros rôle pour elle, mais bizarrement, elle a pas percé. Ou est-ce qu'elle s'est intéressée à autre chose, va savoir. Ah, peut-être c'est son choix. Peut-être effectivement, elle est peut-être préoccupée dans d'autres sujets. Ou elle s'est mariée, ou va savoir, je ne sais pas. Mais alors c'est un personnage qui est modelé sur deux personnages réels, bien que ce soit de la fiction totale. Hein. L'autrice, donc qui est celle qui a écrit Goodbye My Princess, Sealed with a Kiss, etc. Donc c'est Fei Wo Se-tsun, donc la marâtre, hein, comme elle a été surnommée, parce que normalement fin qui se termine pas bien. Donc c'est d'après son roman, et pour son roman, elle s'est inspirée de Chiang Kai-shek, mais pas que. Elle s'est également inspirée de Zhang Xueliang, qui est mort centenaire à Hawaï et donc qui était le maître de guerre de la Mandchourie très très jeune, et le héros est censé avoir 25 ans, notre personnage pour lequel il est modelé, et qui était allié avec Chiang Kai-shek, mais ils se sont frités parce qu'ils n'étaient pas tous les deux d'accord sur la manière de gérer les invasions japonaises, parce que c'est aussi un des trucs que tu retrouves beaucoup dans les ères républicaines, c'est que non seulement ça se frite à l'intérieur, t'as la pression occidentale puisque t'as les Européens qui viennent magouiller là-dedans, il y a la question de l'opium, mais il y a également la question des méchants japonais qui viennent conquérir et foutre la merde là-dedans. Donc bon. Et donc du coup, pour essayer de se débarrasser des Japonais, Zhang Xueliang, lui, il avait prévu de s'allier avec les communistes. Premier problème. Donc du coup, il a été enfermé 50 ans. Il a passé en détention à Taïwan quand Chiang Kai-shek est parti sur Taïwan. Quand il a dû se barrer. 50 ans en détention, où tous les jours, ou en tout cas très fréquemment, Chiang Kai-shek allait prendre le thé avec lui, tu vois. Et il est parti à un moment.
a été libéré, il a fini sa vie à Hawaï, où il est mort centenaire, voilà. Donc c'est modelé d'après ces deux seigneurs de guerre là, mais c'est très librement inspiré. Hein. Et qu'on rappelle donc période ère républicaine, ou en chinois tu dirais période Mingguo, donc c'est entre 1916 et 1928. Et contrairement à ce qu'on avait pu dire sur le seul drama ère républicaine, donc qui était un mini-drama, donc qui était May's Revenge, où comme on avait dit, ça se passait que dans le manoir, pour des questions de budget certainement, mais ça donnait un commentaire intéressant. Là, tu bouges, tu voyages beaucoup, tu prends le train, là, t'es en Anna Karénine pendant une partie du temps quand même. Bah, tu commences dans le train d'ailleurs. Tu commences dans le train et tu vois le côté Anna Karénine se pose, parce qu'en plus t'as la question du russe. Oui. Très mauvais d'ailleurs. Très mauvais la question du russe. Ça te donne des moments de rire, cette histoire, parce que tu commences, elle est en train de lire dans le train un extrait de roman en russe, à voix haute, tant qu'à faire, histoire de faire style je parle russe. Sauf que, faut savoir que les acteurs sont doublés. Tous les acteurs dans ce drama sont doublés. Alors, Wallace, on sait pourquoi, parce qu'il a son accent, il a son petit accent cantonais. Bon. Mais les autres, a priori, sont pas tous cantonais comme Wallace. Donc, du coup, ils se sont quand même fait le prix de gros, et ils sont tous doublés. Et ils sont pas doublés par la même personne quand il parle russe. Et tu l'entends très bien. C'est vrai. C'est-à-dire, le doubleur aurait pu au moins faire l'effort d'apprendre en phonétique, mais non. Et c'est même pas doublé par quelqu'un qui... Enfin, tu t'entends bien que c'est pas un chinois, t'entends bien que c'est pas la même personne, et t'es même pas sûr que le russe soit correct. Et donc, du coup, ça donne un effet. Je t'avoue que les passages en russe, j'ai pas osé les faire écouter à ma moitié. Ah ben... J'aurais dû. T'aurais dû, oui, parce que là, franchement... Elle se serait bidonnée. Ah non, mais c'est surtout que c'est le moment où tu te dis, ça a été généré par une machine automatique. C'est-à-dire que, on voit bien que ça n'est pas toi, parce qu'à un moment, c'est pareil, voilà, ce style, je parle russe. Mais non, tu ne parles pas russe. Donc ne le faites pas parler russe. Pourquoi faire ça? Je ne comprends pas. Ils font ça des fois dans les drames. Ça me rend folle dingue. Faut le rendre implicite, mais voilà, tu n'exposes pas ton personnage au ridicule. Ah non, puis c'est qu'il fasse l'effort. Enfin, encore une fois, le doubleur, mais fais l'effort. Apprends-le en yaourt, j'en sais rien. Fais quelque chose. Ouais, c'est vrai que Wallace, du coup, alors c'est pas la voix qu'il aura dans des dramas plus tardifs. C'est pas le même doubleur, et je dois dire que être passé de General Anai à Too Late, donc d'une voix à l'autre, je préfère vraiment la voix qu'il aura plus tard, à ce doubleur-là. Ça gâche pas le plaisir du visionnage de la série, mais la voix qui lui sera attribuée après fonctionne beaucoup mieux, je trouve. Après, moi, Zhang Jie, donc son doubleur, il me gêne pas plus que ça, parce qu'il a pas doublé des tons, hein, il a doublé principalement, il a fait Dong Roi Di Jun dans Eternal Love, donc c'est la voix de Wen Gogao quand il est pas avec sa propre voix, parce que maintenant, quand tu es dans un truc contemporain, généralement on entend leur voix. Elles sont d'ailleurs pas si vilaines d'ailleurs. Bon, et comme on l'a dit, voilà, ça a une voix pas vilaine du tout qu'on entend dans Because of Love avec Lee Seok-jan, donc où cette fois-ci on entend la vraie voix des acteurs. On l'a pas mentionné, c'est une réalisatrice qui a fait un autre drama avec Wallace qui s'appelle Best Time, où il y a un très bon personnage masculin, mais bon, voilà, ça ne voir que pour lui. Elle en a fait un autre avec Lee Seok-jan qui se passe ère républicaine aussi, qui s'appelle Fang Chuan Mudan. Pas une jeune femme, voilà, dans l'histoire dans les tourmentes de la guerre, amour et passion. Et un autre qui était pas très bon, qui s'appelle Loving Never Forgetting, que j'ai vu, qui était pas génial, qu'il faut oublier tout de suite, hein, celui-là, clairement. On va l'oublier. C'est dommage parce que il pouvait être intéressant, mais bon. C'est son meilleur drama, hein, très clairement, à ce jour, à cette réalisatrice. Mais female gaze. Oh oui. Et on constate que quand les filles font de l'ère républicaine, elles le font bien. Ah, elles ont l'œil, hein. Non, mais c'est vraiment, effectivement, on est du point de vue de l'héroïne, essentiellement, même si on est souvent avec lui. Parce qu'il y a des moments où ils sont ensemble, et des moments où ils sont séparés. Forcément, c'est sur fond de guerre, donc il va se passer plein de trucs, c'est la merde, quoi. Ils sont jetés dans la tourmente, et puis voilà. Ça fait partie du charme de cette époque. Ce qu'on peut dire sans sourciller, pour ne pas l'avoir vécu, hein, bien sûr, on se comprend. Oui, c'est vrai que même l'érotisme est plus susceptible de plaire à des filles, je pense. Il n'y a rien de cru, vous vous doutez bien, mais il y a une tension sexuelle de ouf qui s'installe très très vite. Il faut pas lui faire des nouilles à Wallace. Non, mais par contre, t'as des bons payoffs aussi qui s'installent très très vite aussi. Alors, c'est chouette. Hein. C'est vrai que celui-là, il est pas frustrant, hein, pour le coup. Il est vraiment audacieux. Vous vous doutez un peu de ce que ça va donner dans le spoiler.
Je propose d'ailleurs qu'on passe à la partie Attends, spoil assez avant d'aller dans la rapidement. partie spoil, il y a 2-3 trucs à faire. On a les pitchs aussi, et puis parce qu'on n'a même pas fait, et puis on On a n'a pas on a fait même pas fait non, le pitch. vraiment la one Je veux again. préciser aussi quelques trucs par rapport au roman, qui malheureusement en traduction ne s'arrête qu'à la première partie, parce qu'il y a 3 parties finalement dans le roman. Il y aura des différences essentiellement sur la fin, donc ça évidemment je le garde pour la partie spoil, parce que là ça n'est pas du tout la même fin dans le roman que dans l'histoire. Par rapport à ce que tu disais aussi juste avant sur l'époque, quand tu disais le charme de l'époque, effectivement c'est une époque qui fait fantasmer les Occidentaux certainement, parce que c'est le moment où ça s'est ouvert aux Occidentaux. Ça fait aussi beaucoup fantasmer les Chinois, parce que c'était l'époque la plus ouverte, on va dire, qu'ils aient pu connaître en termes de voyage, ce qui se pose d'ailleurs pour les personnages de la série, parce qu'il y avait pour la première fois beaucoup de Chinois qui se retrouvaient à aller étudier dans des universités occidentales, ou faire des tours d'Europe, ou faire des tours du monde, ou aller aux États-Unis, ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça bougeait, il y avait beaucoup d'Occidentaux qui vivaient, alors pas toujours de manière harmonieuse, encore une fois, guerre de l'opium, des boxeurs, des machins, tu pourrais dire un certain nombre de choses. Dans le même temps, c'était aussi l'époque où tu avais une production artistique flamboyante, comme à l'époque du jazz aux États-Unis, les années folles en France. Enfin, c'est vrai qu'il y avait une révolution intellectuelle, artistique, qui peut faire fantasmer, parce que voilà, c'est brillant, c'est lumineux, on voit les magnifiques robes, tu les vois sortir, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit dans ce drama, puisque contrairement aux autres, t'as un aperçu de la vie, des sorties, de la vie de la jet set, on va dire, parce qu'encore une fois, ça n'est confortable que quand tu es très riche, parce que c'est vrai qu'au quotidien, comme tu l'as dit, nous on l'aurait vécu, ça aurait été l'enfer, parce que c'était l'enfer, effectivement, c'était des guerres permanentes, il y avait la drogue, il y avait du chantage, il n'y avait aucune règle qui était respectée, parce que du jour au lendemain, tu pouvais tout perdre. On le voit également dans ce drama, et tu te trouvais dans des situations absolument catastrophiques. Ah oui, puis en plus, les seigneurs de guerre, chacun sur leur... retourner à un système quasi féodal, sans pouvoir central, etc., les populations, elles en prenaient plein la gueule, en fait. C'était le premier qui arrivait avec sa petite armada, je prends tes filles, je prends tes terres, je prends ton bétail, puis t'as plus que tes yeux pour pleurer, il y aura personne pour te faire justice, en fait. Ils étaient encore plus emmerdés qu'avant, où ils pouvaient connaître des tremblements de terre, des misères, des inondations, comme on a pu voir sur d'autres dramas historiques. Mais là, en plus, il y avait vraiment une grosse instabilité, que t'étais vraiment pris, pas seulement entre le marteau et l'enclume, entre les seigneurs de guerre qui se tapaient sur la gueule, mais aussi les Occidentaux qui faisaient de l'ingérence, et les Japonais qui faisaient de l'ingérence aussi. Ça devait être un cauchemar, quoi. Pour tirer son épingle du jeu, ça devait être particulièrement compliqué. C'est pour ça que tu te retrouves avec, effectivement, souvent dans ces dramas, de la violence, alors souvent des viols, souvent des fausses couches ou des enfants morts ou des choses comme ça. Ça, ils n'ont jamais peur de montrer ce genre de choses dans ces dramas républicaines. Tu sens qu'il y a un projet littéralement avorté de civilisation. C'est-à-dire que tu se retrouves dans le fait qu'il y a la mort des enfants. On te montre qu'il y a un problème, et qu'il y a quelque chose qui ne va pas perdurer dans cette situation, et pour cause, puisqu'après on va se retrouver sur le communisme, et donc ça peut pas marcher. Et ce sont des dramas qui se terminent rarement bien. C'est très rare que tu aies des fins heureuses. Alors quand tu as une fin heureuse, il faut souvent passer par, encore une fois sans spoiler du tout la fin, donc c'est de manière complètement, on va dire, académique que je le mentionne. C'est-à-dire que soit il faut que tu aies une amnésie, soit il faut que tu aies des camps de travail ou des choses comme ça, mais souvent ça n'est pas possible d'avoir une fin heureuse, ou alors il faut vraiment que tu te retrouves dans le giron du saint communisme, et uniquement la rédemption par le communisme peut passer si tu n'as pas eu une épreuve vraiment marquante qui peut justifier une fin heureuse, quoi, on va dire. Ouais. T'as aussi des séparations plus ou moins longues parce que certains arrivent à s'exiler à l'étranger. Je dirais que ça ressemble un petit peu à nos films de la Seconde Guerre mondiale avec l'occupation, etc. Où en dehors des films potages comme La Grande Vadrouille, tu as rarement des fins heureuses. Là, c'est un peu du même tonneau, quoi. Sauf que c'est sur une plus longue période et voilà, quoi. Ça pose d'autres soucis. Mais ça me rappelle un certain nombre de productions françaises, mais pas que, sur
sur l'époque de la Seconde Guerre mondiale, l'occupation allemande et compagnie. Alors c'est vrai que c'est plus ta période, donc ça, j'en doute pas si tu le dis. Moi, je serais plus sur la Première Guerre mondiale, bizarrement, aussi parce que c'est à peu près... bon, là, évidemment, c'est juste après. Plus le mood que je retrouve, puis c'est le côté désabusé que tu peux avoir, justement, parce que dans le même temps où tu avais les années folles, tu avais quand même une crise existentielle suite à la Première Guerre mondiale. Ça reste la génération perdue. C'est ça, tout à fait. Et dans le même temps où tu as cette révolution des mœurs aussi, parce que c'est effectivement, même si tu as cette espèce de cohabitation compliquée entre le confucianisme qui perdure et une certaine rigidité, on va dire, morale, notamment les mariages arrangés, ce genre de choses. Et dans le même temps, c'est vrai que tu as une sexualité explosive du fait de la guerre où tu peux mourir et donc du jour au lendemain. Donc du coup, ce besoin qu'on a pu voir pendant les guerres de vivre très vite tes passions. Oui. Tu rencontres quelqu'un, tu couches avec, c'est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, quoi, on va dire. Ou alors parce que tu as cette violence autour de toi tu peux te faire violer, les femmes se font violer, voilà, ce genre de choses. Ouais, donc tout ce qui est positif, alors c'est vraiment carpe diem, c'est pas une philosophie, c'est une nécessité en fait. Tous les verrous sautent, quoi. Part. T'es obligé de faire sauter tous les verrous. Et c'est vrai que tu le vois aussi dans ce drama, quoi. Parce que t'as cette urgence on vit sur le front, et à un moment, les personnages vivent vraiment sur le front. Ah oui, puisque encore une fois, lui, il est militaire, il y a des scènes de bataille. Elle va avoir une période, Florence Nightingale, où elle va aider les blessés dans un hôpital sur le front, un hôpital vraiment sur le champ de bataille. Évidemment, me connaissant, j'ai bien aimé ce passage. Bah oui, t'as la guerre, et puis t'as des infirmières. La guerre et Florence Nightingale wannabe, donc moi j'achète, bien sûr. Sur la question de la médecine, ça aussi c'est intéressant, parce que la médecine occidentale était interdite en Chine. Ouais. Et bizarrement, ils passent beaucoup de temps avec des médecins occidentaux dans ce drama, ce qui n'est pas possible normalement. Mais après, tu as ce personnage très intéressant et très important du meilleur ami qui se trouve être lui aussi le fils du général et le grand frère de la Beach, qui est parti faire ses études de médecine à l'étranger, qui en revient France, en Chine. Cocorico. Il était en France, exact. Il revient en Chine et lui aussi, il est pris entre la tradition, la médecine chinoise, et la modernité, la médecine occidentale. Et ça traduit bien, comme tu le disais, la contradiction, la difficulté de cette époque où on essaie de laisser derrière soi des milliers d'années de tradition, de confucianisme, de dévotion filiale, machin, etc. pour adopter un mode de vie occidental, moderne. C'est la première fois qu'il y a une tentative d'instaurer une république en Chine. Enfin, je veux dire, le dernier empereur, c'est quelques années avant, tu vois, donc ça va vite. C'est comme nous, la Révolution française, ça allait très vite, c'était explosif, c'était too much, c'était dangereux. Là, c'est pareil, en fait. Là, c'est pareil. Comme si le pays était déchiré, ça déchire les générations, ça déchire les paysans par rapport aux gens de la ville qui vont être quand même plus favorisés pour adopter les points de vue occidentaux, qui font du commerce avec les occidentaux, etc., qui portent le costume occidental, qui se coupent les cheveux, qui ont la moustache, qui ont des lunettes, qui ont la lunette, qu'on va pas faire kékette. Voilà. Et donc du coup, ça, c'est un des points forts de cette période, et c'est intéressant que ce soit exploré dans les dramas, et je trouve que c'est bien amené dans celui-là, au travers notamment du personnage du meilleur ami qui est médecin. Alors, c'est un des plus complets dans ce drama-là, parce que c'est vrai qu'il y a des scènes de bataille, il y a t'as ces questions-là sociales qui sont mentionnées. Je trouve que c'est un qui fait un peu moins toc que d'autres j'ai pu voir par la suite. Enfin, il se tient vraiment, ça reste l'étalon or, quoi, je pense. Et ce que tu disais avec la comparaison avec la Révolution française, c'est intéressant parce que l'ère républicaine a fait un calendrier comme notre Révolution française. Ils ont décidé qu'ils repartaient à l'an 1 à partir du moment où ils lançaient le calendrier Mingo, en fait. Il y avait une tentative de vraiment de rebooter la Chine, quoi, en fait. Oui. D'une certaine manière. Oui, parce que là, c'est vraiment à tous les niveaux, ça coinçait au niveau philosophique, au niveau pouvoir, absence de pouvoir central. D'un seul coup, tu te retrouves à nouveau avec un éclatement politique, genre bienvenue les royaumes combattants, mais là, c'est des seigneurs de guerre. Donc, c'est encore plus aléatoire, c'est encore plus morcelé et dangereux. Ouais. Lourdement armé aussi. Du coup, t'as tout ça qui entre en ligne de compte, là. L'arrivée des machines, les armes modernes, l'électricité, les communications, enfin,
c'est comme l'ère Meiji au Japon, si tu veux. C'est du jour au lendemain, ils ont quitté le Moyen-Âge pour entrer en plein 20e siècle, enfin 19e siècle pour l'ère Meiji. C'est même si leur Moyen-Âge avait plus de gueule que notre Moyen-Âge à nous, hein, mais c'est vrai que c'est resté figé à un moment après dans un certain nombre de traditions. Que tu vois un peu perdurer ici, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment modernisés. Tu vois, même. T'as 2 mariages d'ailleurs qui sont mis en. Enfin, t'as 3 mariages qui sont intéressants dans le drama, où tu vois un mariage traditionnel qui va pas passer et 2 mariages finalement modernes en fait, où t'as fait sauter les costumes traditionnels. C'est vrai que elle vient d'une famille traditionnelle, bourgeoise, avec une maison traditionnelle, le mariage arrangé avec le fils du propriétaire d'à côté, qui est amoureux d'elle, mais finalement elle l'aime pas, hein, donc c'est compliqué. Et puis à côté de ça, dès qu'elle va quitter ce cocon familial avec des parents aimants, hein, c'est pas du tout un milieu malsain, mais complètement has-been en fait, pour se retrouver plongée dans la guerre, dans les conflits, dans les politiques entre les seigneurs de guerre, etc. Ça n'a plus rien à voir, hein. Sa vie, ses priorités, ses amours, il y a tout qui est chamboulé, quoi. Ah, ils sont has-been, mais quand même ses parents, en même temps qu'ils sont effectivement très tradis, ont été extrêmement modernes dans un sens, c'est-à-dire qu'ils l'ont envoyé finir ses études comme on faisait avec les jeunes femmes quand on les envoyait en Suisse, en machin, dans différentes écoles privées. Ils l'ont envoyée en Russie quand même faire des études, où là elle a pu apprendre un certain nombre de choses, alors qui normalement sont pas forcément compatibles avec son rôle, le rôle qui va être le sien, qui va être de bobonne tradie. Moi, j'ai aucun mépris pour une femme traditionnelle, qu'on soit clair. Mais je veux dire, voilà, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'elle doit faire, qui est d'épouser cet homme et de rester dans la maison dans un côté plus traditionnel chinois, c'est pas compatible avec finalement l'ouverture sur le monde qu'ils lui ont donné juste avant. C'est curieux même. Donc effectivement, il se rend compte, si on fait le pitch rapido. Alors en fait, ça commence avec une exposition en fait, tu commences entrée de jeu medias res avec un truc extrêmement violent. C'est exactement le même début que dans le roman, parce que j'ai pu lire la première partie, où tu as des femmes qui se planquent et arrivent vent et tempête, Wallace Chung alias Mu Zhongfang, il a 3 noms dans le truc, et donc du coup il arrive avec son uniforme officier et pas de gentleman, il déboule là-dedans, cherche la nana qui se planque au milieu des autres, il arrive à la voir, on lui amène, tac, extrêmement violent, parce que c'est, alors, ah mon dieu, romance toxique, on est là pour ça. Ah oui. Nous on était bien scotchés, t'inquiète. Ah bah ouais, direct, hein. La première séquence c'est pour te harponner. Mais ça marche. Jusqu'à là. T'es assez efficace, parce qu'effectivement, allez hop, je te l'attrape par la gorge, elle le nargue, parce qu'il lui pose la question, qu'est-ce que t'as fait de notre gosse, machin, etc. Et ça se termine sur un cliffhanger de la mort, littéralement, où il la met en joue avec son flingue. Et elle par terre à ce moment-là. Et donc, de là, t'arrives dans le train où elle est toute jeunette, en train de revenir de Russie, et donc à lire avec son intelligence artificielle un texte russe. Alors, très intéressant, parce que ça parle de belladone, donc les fleurs sont importantes dans le drama. Donc, la belladone, c'est une fleur du poison, question du poison, d'intoxication aux romances toxiques, donc elle est en train de lire un truc sur la belladone, déboule dans son compartiment un type qui se planque avec son petit foulard propre sur lui, parce que le train est en train d'être fouillé, parce qu'on cherche donc ce type-là, et il l'oblige à se mouiller pour lui, et donc à le faire passer pour son mari, ce qui fait qu'il va pas être fouillé, il va pas être embarqué, donc il commence par faire semblant d'être mariés tous les deux, et pour convaincre les officiers dubitatifs, il l'empoigne, lui fait un bisou. Voilà, rencontre explosive. D'autant que ils sont quand même gaulés, et donc course-poursuite dans le train à la Indiana Jones. Et alors là, on est dans le délire total, parce qu'on part dans une course-poursuite dans la neige avec des snowtroopers, mon gaillard, que là on qui disent aussi bien d'ailleurs que les snowtroopers. Ah oui, alors là, c'est clair. Non mais attends, il y a une petite butte ridicule au milieu d'un champ, mais un lac gelé où tu fais des
des pirouettes cacahuètes tous les deux et tout, un truc pas possible. T'es passé d'une super introduction absolument parfaite à du what the fuck total, où alors ils arrivent, je sais pas, les mecs, comment ils sont recrutés, mais les pires tireurs du monde, c'est-à-dire qu'on a limite à la bataille de boule de neige quand même. Le type arrive à exterminer une dizaine de types à sa poursuite armés de mitraillettes avec une boule de neige quand même. C'est hallucinant cette scène. Tu te dis c'est juste pas possible. Énorme. D'autant que, enfin, je veux dire, ils visent vraiment comme des Stormtroopers, c'est-à-dire, mais sans se faire égratigner de rien, quoi. Parce qu'après, plus tard, évidemment, dans une ère républicaine, donc tu fais venir le docteur toutes les 3 minutes parce que quelqu'un s'est pris une balle, machin, enfin bon, voilà, tu te fais rafistoler sans arrêt, hein. Si vous avez vu Maid's Revenge, c'est des passoires. Mais pas dans ce champ enneigé où, je vais te dire, tu veux dire, c'est vraiment, tu peux leur tirer dessus, hein. C'est des canards au milieu du lac, quoi. Les types, ils peuvent pas les louper. Et non, ils arrivent à en buter ni l'un ni l'autre. Si tu veux, c'est hallucinant cette scène. Ah ouais, ça j'avoue, c'était bon ça. Complètement ça, c'était délire. très bon ça. Pété de rire d'entrée de jeu, tu vois. Ah ouais, c'est dommage parce qu'il y a un moment où tu te dis dans quoi suis-je tombée après avoir un truc aussi engageant, et ils se quittent sans savoir vraiment qui ils sont, ni l'un ni l'autre, ils se sont pas dit leur nom. Ils lui laissent en gage la montre de son papounet, qui va être un MacGuffin extrêmement essentiel dans l'histoire également, et il lui laisse la montre, elle part de son côté, il part du sien, et a priori leur chemin ne devrait jamais se recroiser parce que comme tu l'as dit, elle doit se fiancer, ses parents ont tout un projet, elle n'a pas d'objection particulière parce qu'elle le connaît depuis l'enfance, et bon, hein, voilà, celui-là, ouais, c'est pas un méchant garçon, il a l'air de bien l'aimer, bon, son destin est tracé d'avance, sauf que le fiancé qui va poser problème pendant toute l'histoire, qui a des lunettes donc, se retrouve mis en prison pour une histoire de trafic, machin, un truc pas net, et n'écoutant que son grand cœur, elle décide d'aller le faire libérer quand elle a compris que la personne qui l'a mis en prison, c'est l'officier pas gentleman qu'elle avait rencontré, enfin voilà, quand elle finit par comprendre, parce que dans la montre il y a son nom, donc entre les journaux et puis le truc, elle fait le rapprochement, et elle décide d'aller plaider la cause du fiancé. Donc les revoilà en présence, et tchou le train de l'angst et de la passion. Donc. Ah oui, c'est vrai que dès le premier épisode, ouais, ça a l'air trop bien, oh putain. En plus la scène dans le train, c'est très très beau. Bon, c'est là que déjà t'es en Russie, c'est pas juste ce qu'elle lit, c'est que c'est un train dans un paysage désolé de neige. Bon, voilà, c'est quand même vachement codé âme russe, quoi. Ouais, c'est ton côté Mylène Farmer, toi, il y a de la neige, ça oui, m'intéresse. C'est ça aussi, ouais, exactement. Et donc, et ensuite, tu arrives à cette course-poursuite digne d'un Star Wars. Tu te dis, non, mais limite, tu t'attends à ce qu'il y ait le Yakety Jazz, la musique de Benny Hill. En bruit de fond, mais tirez-leur dessus, je veux dire, c'est une cible mouvante, certes, mais sur un fond blanc, tu peux pas les louper. Mais je pense qu'ils ont été perturbés par la pirouette sur morceau de glace sur le lac, ça a dû les perturber, ils se sont dit, attention, nous aux Jeux Olympiques, ils sont en train de faire du patinage artistique. Non, c'est... je sais pas. Ça, c'était assez énorme, quand même. Ah, c'était... tu sais pas d'où ça sortait. C'est dommage, bon, c'est vrai qu'après, je dirais que c'est la faute de goût principale du drama. Pour le reste, après, on peut discuter de la fin, on en parlera dans la partie spoil, où il y a eu beaucoup de critiques sur la fin. Je dirais que c'est le big problème, et de toute façon, t'es embarqué par les deux, et par ce qui se passe, parce qu'effectivement, quand ils se retrouvent, qu'elle a un fiancé, et que c'est très clair qu'elle vient pour chercher son fiancé, et que lui, a priori, est pas nécessairement intéressé par... je dirais, il a d'autres projets, hein, ce garçon. Clairement, il a le pays à feu et à sang, et il a des ambitions perso. Donc, tomber amoureux, c'était pas dans ses projets. Et en plus, elle est fiancée, mais sauf qu'elle lui tape bien dans l'œil, et il se retrouve dans cette situation ubuesque que ils vont être frères et sœurs jurés. Alors lui, était pas forcément partant. Ouais, on sera comme frères et sœurs. Ouais. Ah, gueugue, ouais, c'est non, parti. En fait. Disons que ça va tenir un certain temps où il accepte vaguement le truc en pensant que bon, voilà, il a pas trop le choix. Et puis il y a un moment, la coupe est pleine, ça ne va plus passer. La coupe est pleine de nouilles, hein, Aurélie. À un moment, ça je vous dis, il faut lui faire des nouilles. Ça ne passe plus. Ça ne passera pas. C'est très fragile cette paix de frères et sœurs jurés. Ah ouais,
Ça va pas aller très très loin cette affaire, c'est sûr. Ah, parce que c'est pas de ça du tout qu'il a envie, hein. C'est sûr que... Bah, il n'a pas envie, je dirais elle non plus, mais le truc c'est que c'est une fille de famille bien élevée, donc évidemment que elle va pas tout de suite analyser les sentiments qu'elle a envers le garçon, mais qui sont là présents dès le début, parce qu'elle passe quand même énormément de temps à regarder la montre, hein. Bah, même avant qu'elle le revoie. On sent bien qu'il lui plaît aussi, mais elle va pas mettre les mots dessus, et puis a priori c'est une fille plutôt loyale, donc au début voilà, c'est non, je l'aime pas, je dois me marier, voilà. Mais sauf qu'il y a un moment amour et passion, hein, donc va falloir qu'on vous débriefe ça après. Bon, il y a peu de personnages, mais comme tu l'as dit, ils sont assez marquants, enfin tous là, ce soit le fiancé, le frère, la bitch, donc nos deux loulous. Il n'y a pas tellement d'intrigue de personnages secondaires en fait. Ça se cristallise autour de. Oui, c'était très agréable, et c'est peut-être aussi dû au fait que c'était une série très resserrée pour l'époque, 36 épisodes, c'était vraiment pas beaucoup, c'était quasiment un mini-drama vu l'époque dans laquelle elle a été tournée, c'est-à-dire en 2010 où t'avais pas de législation qui t'obligeait à avoir moins de 40. Donc c'est vrai que c'était un drama extrêmement concentré. Donc à part qu'on va vite envie de baver dans la partie spoil, voilà, on va y aller. Ah si, un dernier truc que j'ai envie de dire, par le fait que c'était le doublage, voilà, comme on l'avait dit sur les langues, c'est qu'il y a un problème de doublage aussi au niveau des harmonicas, parce que j'adore quand ils jouent de la musique, mais on voit que c'est pas eux qui jouent de la musique. Et surtout quand l'harmonica continue à jouer et que t'as fini de l'enlever de ta bouche. Ah oui, j'avoue. Ça, j'avoue que... quelques faux raccords de... Ils le font souvent avec des flûtes, hein. D'habitude c'est quand ils font du pipeau ou autre chose, mais là avec l'harmonica ça s'est bien vu aussi. Alors bon voilà, elle a des grands moments d'introspection harmonica, notre héros. Il a des hobbies, hein, les plantes, on va pouvoir parler des fleurs quand il fait pas la guerre. Il a des hobbies qui sont fabriquer des serres et jouer de l'harmonica. Pourquoi pas? Voilà, c'est explore sa part féminine comme ça. Voilà, malheureusement la musique ce sera pas Ennio Morricone, hein, elle n'est pas très mémorable. Non, j'avoue que il y a des thèmes qui reviennent régulièrement, qui moi me sont restés dans la tête. Ah oui, moi rien du tout. Parce que c'était pour moi des instruments, c'était un peu malaisant, je trouvais justement cette musique d'accompagnement, je la trouvais malaisante. Donc ça sert bien le propos, hein, parce qu'il y a franchement plein de moments malaisants où tu prends cher en tant que spectateur. Bon, les personnages prennent très cher. Mais en tant que spectateur investi dans l'histoire, tu prends cher aussi. Ah, oui, parce que là, évidemment, on n'est pas rentré dans la partie où tu prends cher parce qu'on vous la garde pour la partie spoil, hein, on va vous teaser là-dessus, mais c'est pas une série pour les fragiles, hein. Non. Ah, c'est pas une série doudou, hein, non. Absolument pas. Ah si, dans un autre genre, c'est-à-dire si tu veux avoir du sexy, c'est un doudou. Moi, je dirais que oui. Quand on a dû se le repasser pour l'enregistrement, parce qu'on l'a vu, toi et moi, il y a un moment, c'est un vrai plaisir de se repasser les meilleures scènes, quoi, vraiment. C'est pas faux, ouais. Comme avec d'autres dramas qui sont pas doudous, comme Goodbye My Princess, régulièrement je me remets des scènes, je suis là. Ah la vache, ouais, celui-là. Il fait toujours pleurer, moi, il y a rien à faire, hein. Ah ouais, une valeur sûre. Donc ouais, mais bon, effectivement, c'est pas là que vous vous ferez remonter le moral, quoi. Ah, ça fait baisser la température sur la neige, mais ça va vous faire monter la température de l'autre côté. Monter la température par ailleurs. Ah là là, parce qu'encore une fois, King of the Bisou, il a tout donné. Il n'a pas besoin d'un caleçon en soi pour faire pour mettre la barre haute, voilà, c'est tout. Allez, spoil. Spoil, ouais. Allez, lundi. Non, ouais, c'est bon. Allez, ça couche plutôt 2 fois qu'une. Ah, ben oui, couche, pas d'ambiguïté, ils sont à poil dans le lit, sous la couette. Ah là, oui, on n'a pas droit à du pyjama en mohair, merci bien, non, franchement. Ah non. Voilà, quelque chose de réaliste. Pas de je couche avec mon soutien-gorge comme les actrices américaines. Claire. Non. Non, tout est bien là-dedans. Mange pas de ce pain-là. Non, mange pas de ces nouilles-là non plus. Rien du tout. Alors, les nouilles, faut qu'on vous explique, parce que là, ça fait quand même plusieurs fois. Le coup des nouilles, oui. Alors, vas-y, Aurélie, c'est toi qui as lancé les nouilles. Va jusqu'au bout. Bah, en fait, c'est une scène où elle lui prépare des nouilles. On rappelle que dans la fameuse scène des retrouvailles chaudes comme la braise dans General and I, bah, il y avait aussi une histoire de Angela Baby qui lui préparait des nouilles à Pepper, ça lui faisait de l'effet. Il y a une métaphore dans la nouille, tu sais.
Donc là, voilà, elle lui prépare des ramen, enfin voilà, des nouilles. Et puis c'est là qu'elle lui dit « Ah, mais je suis contente qu'on soit comme frères et sœurs. » Et bon, toi, tu devinais que depuis un moment que frères et sœurs, vu les sentiments qu'il a pour elle, la façon dont il la regarde, ça va pas le satisfaire longtemps. Et c'est le moment où il craque, où il lui dit « Non, mais attends, mais non, en fait, entre toi et moi, c'est pas possible d'être frères et sœurs. » On s'est pas mis d'accord sur le concept de la nouille. Et ça devient chaud patate. Donc voilà, hein, si vous voulez choper ce brave homme, en tout cas dans les fanfics, il faut lui faire des nouilles, hein, à l'évidence. Ah, d'habitude, ils sont ravis quand on les appelle gueux-gueux, nos personnages de drama chinois. Mais là, lui, visiblement, ça l'a pas réjoui, le gueux-gueux. Hein. Au papa. Ça non, n'allait pas du tout. Non, c'est vrai qu'il te l'empoigne. Alors, il te l'empoigne en disant, alors, une très chouette phrase, comme on les adore, très cliché de tous des trucs amour et passion. Et il lui sort, hein, j'ai décidé que tu serais à moi, que tu m'aimes ou que tu me détestes. Voilà. Eh ben, allons-y, hein. Oh oui. Alors, on est là pour ça, hein. Mais c'est vrai que par contre, il le fait en mode vachement agressif et il a pas habitué, il a pas amené les choses en douceur, Pépère. Il s'y est pas bien pris, j'ai envie de dire, et il y a 2-3 fois où il s'y prend pas bien, hein, très clairement. Et alors, ça n'est une des... Alors, c'est sûr que là, elle a pas l'habitude qu'on l'embrasse comme ça, hein. C'est sûr que c'est pas les baisers tout mous de l'autre qu'avec la nouille molle. Ah, c'est pas un béco... C'est plus l'autre où ce serait frère et sœur, j'ai envie de dire. C'est avec le fiancé ou presque, ce serait plus une relation de frère et sœur. C'est sûr que là, ça va toute la retourner, la jeune fille. Il s'est comporté au début assez bien avec elle, même s'il l'impliquait dans un projet pour essayer de libérer, pour marchander la libération du fiancé. Il l'utilise comme soi-disant jeune fille d'intérêt. Ils sont tous les deux alliés pour essayer, lui, de débusquer ses ennemis politiques. Donc, il l'utilise, il la sort, tu vois, et ils se font voir partout. Il la loge chez lui. Donc, en plus, ce qui est pas, au niveau réputation, c'est pas terrible pour une jeune femme. C'est pas terrible. D'ailleurs, le père s'en inquiète à un moment donné. Tu il m'étonnes. débarque pour essayer de savoir ce qui se passe. Il risque clairement sa réputation. Et le fait est que elle est un peu perdue dans la ville. Enfin, pour tout le monde, il n'y a pas photo. Enfin, c'est sa gonzesse, quoi. C'est sa maîtresse, puisqu'ils sont pas mariés. Et c'est vrai qu'il l'emmène partout. Il la montre au restaurant. Il danse avec elle. Enfin, elle joue gros. Et donc, du coup, d'une certaine manière, c'est là qu'elle gagne son respect. Il la respecte et qu'il commence à l'aimer parce que il voit une femme qui n'a pas peur. Déjà, quand elle était avec lui dans la séquence pirouette cacahuète dans la neige, elle n'était pas à hurler et à casser son talon toutes les 3 secondes. Donc... Elle a du cran. C'est pas une quiche, voilà. Qu'elle a du cran. Il a vu quelqu'un qui était à sa hauteur et voit une femme intelligente, cultivée, il le sait. Donc et puis bon, elle lui plaît physiquement. Clairement, il la déshabille du regard à défaut de le faire en vrai plus d'une fois. À un moment, en plus, elle est prête à se sacrifier pour lui. À un moment où il y a une échauffourée à la fin de son plan et il y a une balle qui aurait dû le viser lui. Elle se met en travers parce que c'est son frère juré, machin. Donc c'est elle qui prend la balle. Et c'est le moment où lui, le vernis craque, même s'il y a eu plusieurs fois avant où tu voyais sa tendresse qui se manifestait. Donc une fois où elle s'est endormie sur son épaule dans une voiture. Elle est belle, il ne bouge pas. Il renvoie tout le monde. Il ne quitte pas la voiture. Il ne la réveille pas. Il regarde le soleil se coucher. Il la laisse dormir sur son épaule. Il veut surtout pas la déranger. Il profite de ce moment-là. Il sait que c'est temporaire parce qu'à un moment elle va repartir et il le sait. Et plusieurs fois il s'en veut de dire pourquoi je l'ai rencontrée et pourquoi moi j'ai pas la chance de connaître ce bonheur-là et on s'est rencontrés trop tard et machin. Et quand elle se sacrifie pour lui, bon, heureusement elle est sauvée grâce au copain médecin. C'est là qu'il commence vraiment à lâcher la nouille. Et, littéralement. Tous les faux semblants de on est frères. Allez, carrément. Il essaye, à un moment, il pense l'embrasser dans son sommeil. Il le fait pas. Donc, il n'a pas abusé de la situation, mais il lui caresse le visage, machin. Et puis, comme il est tout le temps à son chevet, à un moment, il dort dans la chambre, mais en tout bien, tout honneur. Et arrive le fiancé le lendemain matin, parce qu'il a été libéré, le fiancé. Et le fiancé. Ouais. Et là, il a un plan bâtard quand même, parce qu'il sait très bien. Donc, il décide d'aller faire sa toilette dans le cabinet toilette à côté de la chambre, si tu veux. Donc, dans la chambre, en fait, dans la suite. Et il sort de la salle de bain. T'as le fiancé qui vient d'arriver. Il voit le mec sortir torse-poil. Tu vois, style, je suis en train de rhabiller. Le mec est en train de se rhabiller devant lui. Encore une fois, perdu de réputation. Le fiancé, d'ailleurs, se barre, pensant que sa fiancée l'a trompé. Et il s'en va en lui disant, tout est fini entre nous. Tu n'es qu'une gourgandine. Alors qu'elle lui jure ses grands dieux. Et le type l'a vraiment fait sciemment. Enfin, je veux dire, tu vois dans son regard que c'est, non, en fait, je me suis tapé. Ah oui, il l'a fait. Bah oui, pour
saboter le mariage. Clairement. Et le fait est que du coup, elle épouse pas Harry Potter, le binoclard, là, son bâtard de fiancé, qui est vraiment... Alors ça, on le devine dès le début du drama, parce que, effectivement, avant même le mariage, etc., il se retrouve en tôle, parce qu'effectivement, il traficote, il fait des choses vraiment, vraiment pas claires. Comme tout le monde dans l'ère républicaine, hein, clairement. Hein. Tout le monde qui veut réussir dans l'ère républicaine traficotait. Enfin, je veux dire, c'est marché noir, trafic divers et variés. Et du coup, il est vraiment dépeint sous un jour pas sympathique. Et alors, n'ayons pas peur des mots, ce personnage est un sac à merde. Ah, il est ignoble. Il est monstrueux. C'est vrai que dans la chanson, je disais que le personnage interprété par Wallace Chung est infâme, dans le sens où, effectivement, il est très violent, de par son métier, etc. Il va être très violent avec l'héroïne. Alors, pas dans l'aspect passionnel, etc., où, effectivement, il peut être violent dans l'aspect passionnel. Et des fois, tu te dis, son consentement à elle, il est discutable. Il finit par la faire plier, elle finit par répondre à ses baisers, mais il insiste quand même, Coco, hein, je veux dire, voilà. Mais il peut aussi avoir des moments de grande tendresse avec elle, où ils sont vraiment choupis tout plein. Mais ça reste un personnage franchement infâme. Lui aussi, il est dévoré d'ambition militaire, hein, entre autres. Et donc, ils finissent par se marier devant toute sa clique à lui, etc. Et puis, quand la bitch lui dit « Oui, mais si tu veux t'assurer le soutien de l'armée de mon père, tu vas devoir m'épouser. » Bah non, je suis déjà mariée. Ouais, mais non, en fait, donc il y a une espèce de vice de forme. Et il annule le mariage sans la prévenir, elle, pour épouser la bitch. Donc quand elle l'apprend, Bibiche, l'héroïne, elle est fumasse, elle est dévastée, mais elle est fumasse. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une femme hyper courageuse. Il est vraiment intéressant, ce personnage. Elle est bien écrite. Et elle essaie de le quitter. Sauf que elle est enceinte, parce que sinon ce serait trop simple. Alors t'as zappé un gros morceau important. Ouais, j'ai pris des raccourcis. Ah, énorme. parce qu'avant qu'elle épouse Wallace, enfin notre mouvement femme là, parce que là aussi elle fait quelque chose d'assez culotté et assez insensé d'ailleurs, c'est pas la meilleure décision qu'elle ait prise de sa vie. Quand il lui a fait sa déclaration nouille là, et son bisou machin, elle lui dit je ne t'aime pas. Donc lui il est dévasté et elle se barre et elle repart pour essayer de repêcher le fiancé qui était qui était pas content machin, mais bon, on va faire qu'elle rame un peu, mais ils vont quand même se marier. Elle accepte le mariage et tout. Voilà, donc ils doivent se marier. Mariage tradi, ce sera le fameux mariage tradi dont je parlais avant. Sauf que lui, il voit dans un article de journal qu'elle est fiancée, et il voit la date du mariage. Et donc Pépère, au risque de sa vie, va traverser les lignes ennemies et débouler en civil dans une petite casbah au milieu de nulle part, machin. Oui, avec son petit col d'hermine. Indispensable ce passage où donc grâce à la complicité de son copain médecin, donc le frère de la bitch, donc celui qui devrait devenir son beau-frère, mais qui est extrêmement bienveillant et gentil, personnage. C'est l'inverse de la bitch. Un personnage de saint absolu, tu vois, c'est le saint de service. Et donc du coup, il va voir la fille juste avant le mariage, donc vraiment la veille, hein, un truc comme ça, et il lui dit bon ben voilà, il est venu te voir, est-ce que tu veux bien aller le voir? Elle y va, et le type à ce moment-là, pareil, il fait un truc, il s'y prend pas bien non plus, le Wallace, parce que donc il lui refait sa déclaration, elle est extrêmement sensible à la déclaration, hein, à toute la scène de séduction dans la casbah, machin. Sauf que le type, il l'embrasse, elle répond au baiser, il commence à essayer de la déshabiller, et j'étais là, mais pourquoi tu fais ça? Mais t'es malade? J'étais complètement... Elle était pris dans le move, je sais mais pas. Oui, elle était complètement partante pour le truc. Vraiment, elle était sensible au machin, mais peut-être pas forcément à se faire déflorer dans la casbah la veille de son mariage, si tu veux. Et donc j'ai trouvé ça vraiment... c'est là que tu dis, il a vraiment pas de limite, quoi, le type, parce que c'est complètement pas bien venu, quoi, cette affaire. Non, c'est sûr. Tu vois, mais aussi à sa décharge, on va dire, si je peux me permettre, j'excuse pas du tout, hein, mais quand même, je pense que, bon, d'abord c'est un personnage de conquérant, hein, ça va avec son rôle de général, machin, etc., dans des conditions difficiles, et puis le fait qu'il est jamais tombé amoureux avant, et ça leur réussit pas toujours à nos conquérants quand ils tombent amoureux, surtout quand l'objet de leur affection ne veut pas de leur amour, évidemment, parce que il s'y prend mal, il est en dep en plus, comme c'est pas possible, parce que
tu le vois quand elle est partie, il touche à tous ses objets, il va dans sa chambre, il est en pèlerinage, enfin, il est vraiment amoureux, quoi. Et il lui a dit, et il comprend pas pourquoi elle a pu le rejeter. Alors que bon, tu la vois très clairement aller au mariage, elle y va pas de gaieté de cœur, hein. En fait, elle est morte à l'intérieur, en fait. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais bon, j'ai pas trouvé ça classe de sa part d'essayer de la dessaper, alors que pour une fois, justement, c'est la première fois qu'elle lui rend son baiser et que il y a ce moment partagé, on va dire, de tension sexuelle. Donc normalement, elle lui redit quand même, elle est dans le déni, elle lui redit qu'elle ne l'aime pas, même si son corps dit autre chose. Donc elle ne l'aime pas, ils se font leurs adieux normalement et effectivement, lui retourne à la guerre. Sauf qu'une fois revenue à la maison prête à se marier, elle envoie bouler toute sa tenue, le mec vient frapper à la porte, vient chercher sa fiancée. Elle s'est barrée avec la complicité du médecin d'ailleurs pour retraverser les lignes ennemies pour retrouver le type. Un truc complètement égoïste, enfin vraiment de gamin quoi, vraiment infantile Ah oui, là, quoi. Enfin infantile, ouais. vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son fiancé, le scandale que ça peut faire, t'imagines. Enfin, elle a perdu sa famille de réputation très clairement. Et d'ailleurs le père. Ah oui, ils sont blacklistés dans le quartier. Bah voilà. Enfin, tu peux pas faire un truc pareil. Enfin, les conséquences sont dramatiques. Le type a perdu toute image positive de lui-même et va sombrer dans la déchéance de l'alcool, les putes, le machin, parce que voilà, il a perdu tout amour propre. Il a perdu la face dans le village. Alors, c'est un bâtard, mais le fait est qu'elle a pas aidé quand même dans la situation. Le fait est que sa manière de faire. Il a une qualité qu'il rachète, c'est qu'il s'occupe bien de sa grand-mère et de tous ses petits frères et sœurs. Ah, il aime sa grand-mère, oui. Il a une tripotée de mômes dont il doit s'occuper et il s'en occupe très bien. Oui, il a le souci de sa famille au point que d'ailleurs il va faire des choses bâtardes pour récupérer sa famille qui du coup est tombée dans la déchéance et la misère. Et du coup pour sauver le nom familial, il va faire des trucs absolument ignobles suite à ça. Mais du coup là à ce moment-là ils se retrouvent les deux et c'est là qu'ils se marient et qu'ils vivent c'est à la vie à la mort. Ils sont tous les deux sur le front, tout le monde les respecte, leur couple est reconnu. Tu disais que il était agressif. Là clairement elle est vraiment dans la réciprocité par rapport à la passion, elle a visiblement aucun problème. Ah oui, leurs scènes d'amour sont très belles, il y en a plusieurs même après, tu vois, donc il y a aucun, ils sont vraiment heureux, amoureux. Alors c'est vrai que là il fait un truc aussi ignoble qui est alors en fait c'est compliqué parce qu'il annule pas le mariage, finalement il se retrouve dans une polygamie qui existait à l'époque de toute façon, mais il se retrouve à vouloir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, c'est-à-dire que lui dans son trip c'est je vais la renvoyer en Europe, donc il l'envoie avec le médecin qui est toujours dans les bons coups lui, donc il l'envoie avec le médecin en France, soi-disant pour la protéger parce que zone de guerre machin, moi je veux que tu sois bien, je vais tout perdre peut-être du jour au lendemain, je reviendrai te chercher. Donc il l'envoie en France et son truc c'est elle sera jamais au courant de rien et je vais divorcer quand j'aurai eu le pays comme c'est prévu et je reprendrai ma femme et mon gosse, mais il le sait pas encore à ce moment-là qu'elle est enceinte parce qu'elle lui a caché, et donc du coup tu vois j'aurais fait tout mon petit trafic sans avoir à affronter les choses en face quoi, finalement, à devoir oui, dire il croyait qu'il allait s'en sortir comme ça. c'est ça, de manière très très lâche, un peu à la Goodbye My Princess, tu vois, en pensant que une fois qu'il aura fini tous ses coups de pute, pas de problème, leur couple marchera très bien. J'ai juste de petits contretemps à régler, mon amour, mais rien de méchant, t'inquiète. Limite, il lui aurait dit ça, presque je l'aurais respecté, mais il l'a même pas fait. C'est vrai que il lui a pas dit ce qui allait se passer. Sauf que tu penses que la bitch, elle a fait passer l'annonce du mariage dans les journaux. Décidément, les journaux sont toujours là dans les bons coups. Et donc, du coup, c'est là qu'elle fait demi-tour et qu'elle va le confronter en disant mais dis donc, connard, je suis enceinte en fait. Et lui, il se retrouve dans une situation pas possible parce qu'il refuse de la laisser partir. Il la séquestre à un moment donné. Ah, c'est ça. Elle essaie de sauter par la fenêtre, il l'en empêche. Elle veut plus l'embrasser, elle veut plus de lui quoi, parce que elle dit vraiment t'es un connard en fait. Entre nous c'est fini, ce que lui évidemment ne peut pas entendre. Hein. Ah non, parce qu'il l'aime. Ça redonne des grandes scènes de tension sexuelle parce que c'est des moments où ça devient du combat en fait. C'est-à-dire qu'il essaye de l'embrasser, elle le repousse, mais en même temps il la violente pas non plus. Donc il y a des scènes de désespoir passionnel en fait. Tous les deux s'aiment, mais les relations sexuelles sont pas possibles quoi dans l'état. Ils en ont une encore, une très bien d'ailleurs, où elle l'arnaque parce que c'est le plan qu'elle a prévu pour endormir sa méfiance. Ils boivent ensemble, enfin elle fait semblant d'être saoule d'ailleurs, ils ont une relation et en fait elle le quitte à ce moment-là. C'est sa manière de lui dire adieu quoi. C'est faisons l'amour avant de nous dire adieu. Maintenant je l'ai en tête, super. C'était le but. Merci.
Merci. Ce qui me fait penser que j'ai oublié que dans le fond, dans cette période, quand elle est dans la maison et dans la période de séquestration, il lui a fait un cadeau, qui est un petit chien. J'avais mal pour le petit chien tout du long, il est enfermé dans une micro-cage. Il reste dans la micro-cage H24, quoi. C'est atroce. Vous savez pas comment traiter un chien, bande de cons? Bah, en prenez pas, en fait. Ah bah alors, c'est-à-dire que tant qu'à faire, ils auraient dû vraiment faire comme dans le roman, parce que dans le roman, il lui offre un tigre. C'est-à-dire c'est un bébé tigre qu'il lui offre. Donc je comprends qu'il soit en calme, mais c'est pas un chiot. Que là, franchement, ça m'a saoulé, Julia. Si vous savez pas quoi faire avec un chien, n'en prenez pas, en fait. Ah, c'est moche, hein. Donc elle se barre. Et quand elle se barre, ça aussi, alors, là, c'est là qu'on respecte le personnage, parce que c'est vrai qu'elle est couillue. Même dans des choses complètement hallucinantes. Elle vit à fond, comme lui, ils vivent à fond tous les deux. Ils vivent à fond dans le moment présent et dans leurs décisions du moment, quoi, en fait. Sans se soucier des uns et des autres, d'ailleurs. Ni l'un ni Ils l'autre. sont très passionnés et égoïstes, l'un comme l'autre. Hein. Oui. Ils ont ça en commun. Ouais. Elle perd le gosse dans l'affaire, elle fait une fausse couche, bon voilà, donc du coup quand il la récupère, parce qu'on se retrouve finalement à retrouver la scène du début, la scène d'exposition, le bébé Pépère, elle l'a plus quoi en fait. Entre temps lui, il s'est marié avec mariage pas traditionnel du coup, mariage avec un uniforme pas possible, et puis elle a une robe de mariée occidentale, mariage en grande pompe, hein, mais un grand ratage absolu parce que il fait comprendre à la fiancée que il l'aime pas, qu'il y aura jamais rien entre eux, que c'est que pour l'armée du père et qu'elle peut se brosser s'il pense qu'il va y avoir des relations. Enfin, il fait une gaffe épouvantable, enfin plus ou moins sciemment, c'est-à-dire que normalement où t'as l'échange des verres, il fait tomber le verre, quoi. Il refuse de faire l'échange des coupes parce que pour lui, sa femme, et à ce moment-là, il a tous ces flashbacks de celle que j'aime et ma femme, c'est pas celle qui est en face de moi, c'est celle que normalement j'ai mis dans le bateau, quoi. Elle s'est vachement rapprochée du médecin. Ah bah c'est logique. Le beau-frère, qui est amoureux d'elle. Il se passe rien entre eux. Il est amoureux d'elle, il va manquer d'arriver à enfin ce qu'il voulait parce que il y a un moment où Pépère, si on se rapproche de la fin en spoiler, il a disparu pendant 7 ans, tout le monde le croit mort. Et à ce moment-là, pendant les 7 ans, ils sont cul et chemise tous les deux à sauver la veuve et l'orphelin. Et normalement, ils doivent se marier. Oui. Donc il a failli avoir un happy end. Moi, j'ai vraiment de la peine pour le médecin parce que c'est un type qui est intègre et qui est bien tout du long, contrairement au bâtard en face. Là, je parle pas de mon Fang, je parle du fiancé. Et du coup, lui, il se fait arnaquer dans l'affaire. Enfin, vraiment, c'est triste. Il a perdu toute sa famille. Sa sœur est morte aussi dans des conditions à la guerre. C'était une garce, mais c'était quand même sa sœur. Son père, tout ça. Et la femme de sa vie, elle sera jamais à lui, en fait. Alors qu'il est passé à ça de l'épouser. C'est un peu triste, hein, quand même. Ça aurait été une amitié plus que de l'amour, mais il l'a protégée toutes les fois. Ils ont passé les lignes ennemies dans un sens, dans l'autre, machin. Il était au courant pour le bébé. Ouais, non, franchement, c'était vraiment un super ami, mais c'est le grand perdant de l'histoire, en fait. Parce que, quand même, elle est prise... Il y a 3 mecs, quoi. Il y a le fiancé qui a un sac à merde, le binoclard. Franchement, lui, il n'y a pas grand-chose à sauver à part l'amour qu'il porte à sa famille. Parce qu'il lui fait des crasses assez monstrueuses, hein, jusqu'à la fin, ou presque. Voilà. Même à la fin, il essaie de lui faire une crasse, et puis en fait, elle arrive à contourner le truc. Dans une scène qui se passe encore dans une gare avec un train, on n'est pas très loin d'Anna Karenine. Oui, souvent, oui. Au début, à la fin, ouais, c'est vrai. Ouais, donc on a nos trains quand même qui font un peu serre-livre, même si c'est pas avec le même mec. Et puis ensuite, elle a donc... Wallace Chung, ce seigneur de la guerre qui est passionné, qui est infâme dans le sens où, qui est toxique toujours est-il, dans le sens où il la manipule, il la séquestre, il est très possessif, il est dans la saisie, et il en parle à un moment donné à son ami médecin, et le troisième mec, donc c'est l'ami médecin qui est doux, qui est gentil, qui la soutient. Qui est parfait, hein. Il est parfait, mais alors j'ai jamais eu un syndrome du second mec avec lui, bizarrement. Non, jamais. Non. Wallace, c'est avec Wallace. Oui, c'est ça. C'est pas possible. Tu peux pas voir les autres, quoi. C'est pas possible. Et donc, du coup, le personnage de Wallace, à un moment donné, il se rend compte quelques années après, où elle a réussi à lui échapper. Donc, il l'a pas vu pendant un moment. Il le dit à son pote médecin. Il dit, en fait, je savais pas ce qu'était le véritable amour. J'étais dans la saisie. C'était comme ça dans la traduction. En tout cas dans les sous-titres. J'étais dans la possession, j'étais dans la passion, dans tout ce qu'elle a de pire, de plus destructeur finalement. Et vers la fin, il se rend compte de tout le mal qu'il lui a fait et il a compris que quand aimer quelqu'un, c'est faire passer son bien-être
bien-être et sa sécurité et son bonheur avant son désir. Donc ça, il l'a bien intégré. Il a ce chemin qui fait partie de sa rédemption parce qu'il a besoin de se rédempter un peu quand même, Pépère. Hein. Nous, on adore les scènes passionnelles et machin. Dans la vraie vie, un mec qui te fait ça, tu te barres en courant. C'est que des red flags. Hein. Quelle que soit l'attraction physique, quelles que soient les étincelles que vous faites au plumard, casse-toi, tu vois. Il a besoin de se rédempter si tu fais un happy end, ce qui va être le choix de ce drama. Mais dans le roman, apparemment, c'est pas un happy end. Donc, est-ce qu'il a besoin de se rédempter si tu fais pas un happy end? C'est la question. Et la question, c'est est-ce que le happy end était justifié également? Et est-ce qu'il a été bien fait? C'est aussi un questionnement. Parce que normalement, voilà, tu peux le rédempter avec les choses habituelles qu'on discute à chaque fois quand on a une rédemption, c'est-à-dire il faut que tu aies un méchant qui soit pire. Bon, tu l'as. Parce que ça, on n'a pas insisté dessus, mais le fiancé, quand elle revient dans la ville, c'est immonde ce qu'il lui fait, parce qu'entre-temps, il est redevenu riche grâce à la bitch. Il traficote avec la bitch et il traficote avec les Japonais. Donc c'est un traître dans tous les sens du terme, un magouilleur, machin, il fait des trucs les pires possibles. Et il est redevenu, il a du pognon. Il va arnaquer la famille de la fille, il va leur piquer tout, c'est bien parce qu'évidemment il veut se venger de la fille et de sa famille. Et à un moment, il est d'autant plus dans la détestation que la famille se rabiboche alors que les parents le père ne voulait plus entendre parler de sa fille. La mère était encore très attachée à sa fille, mais le père évidemment ne voulait plus entendre parler, il voulait pas accepter le mariage de sa fille avec Mu Hongfang. Donc à un moment, voilà, il y avait une scène où elle était agenouillée pendant des heures, même sous la pluie, il voulait même pas ouvrir la porte. Mais finalement, quand sa fille revient après avoir quitté Mu Hongfang et qu'elle a perdu le bébé, la famille se rabiboche et il y a ce bonheur familial retrouvé que l'autre ne peut pas supporter évidemment, parce que pour lui, il n'est pas question que ses ennemis aient un happy end. Donc il arrive à les destituer, il essaye d'avoir le mariage et l'autre qui est un peu faiblard, le père, est prêt à donner sa fille en mariage, sauf que grâce à l'intelligence de la fille et à la complicité du médecin encore, ils arrivent à gauler le type en train d'avouer, parce qu'il n'a pas de honte, donc il arrive à avouer, il avoue toute go à la fille, parce qu'elle lui dit j'en veux pas de ton mariage, j'ai pas l'intention de t'épouser, je t'aime pas. Et là elle lui dit mais de toute façon va pas croire que d'abord tu vas pas avoir le choix, et puis va pas croire que je vais te traiter comme mon épouse, j'ai prévu de faire de toi mon esclave, je vais t'humilier, machin. Enfin il lui donne tout le programme. Quelle femme résisterait? Elle pourrait lui dire attends, je suis à l'école de Mu Hongfang, moi je peux m'en supporter pas mal, j'ai été séquestrée, machin, on n'a rien à foutre. Donc bon, mais en fait c'est vraiment un type ignoble de chez ignoble quoi. Et donc évidemment le père refuse de donner sa fille en pâture, mais il arrive à faire incriminer toute la famille sur des questions de trafic. Évidemment c'est lui qui est responsable, mais il arrive à les faire condamner. La fille se retrouve en prison, elle est sur le bord de se faire exécuter. Pour arriver à avoir la vie sauve de sa fille, le père accepte de se suicider. Le père donne sa vie pour sa fille, il faut qu'il se suicide donc par pendaison lui-même quoi, pour que la fille ne soit pas exécutée. Elle ne sera pas exécutée du coup, mais vraiment un type dégueulasse quoi. Il est vraiment immonde. T'as du mal à lui trouver des circonstances atténuantes à lui. Ouais, même mal sur sa mort, parce que alors c'est vrai qu'il se retrouve dans le passage de train alors qu'elle est en train d'essayer de retrouver Wallace qui a donc disparu depuis 7 ans, donc elle a pas vu le bâtard depuis longtemps aussi a priori, et donc là il est en mode Huggy les bons tuyaux avec un costard, tu sais, on dirait un Mac, il a une espèce de truc zébré, un truc pas possible, tu vois. Le type il est visiblement en train d'essayer de passer incognito. Pourquoi tu mets un costume aussi ridicule quand tu veux passer incognito? On ne voit que lui dans la gare. Il repère la fille de loin, tu sais pas pourquoi, t'as l'impression qu'il a des regrets, des remords, finalement est-ce que c'est le seul amour qu'il aurait eu, j'en sais rien, mais donc il se voit et à un moment tu penses qu'elle va lui tirer dessus et c'est limite non, je vais pas me salir les mains pour te tirer dessus, je te laisse te démerder avec ta conscience. Il se fait abattre par d'autres personnes, donc il se fait abattre comme un chien dans la rue, ce qu'il mérite. C'est un traître à la nation, il a dû probablement magouiller avec des mafias et des triades diverses et variées. De toute façon il allait crever, il a crevé dans la rue. À force d'avoir trahi à droite à gauche, profité à droite à gauche, à un moment donné... C'est ça. À un moment donné, ça finit par te rattraper quand même. S'il y a un semblant de justice. Et c'est vrai que quand elle retrouve Wallace, en fait, elle entend parler d'un espèce de vétéran de la guerre qui rend tout le temps service, qui pêche, machin, mais qui est un peu simplet, etc. Effectivement, tu le vois, pris cher, quoi, clairement. Il a perdu la mémoire, donc ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Il te faut une amnésie ou sinon, voilà, quoi. Et
et il la reconnaît pas. Donc elle est dévastée. Elle lui parle de son mari disparu, machin, là, là. Donc il compatit, il comprend pas du tout que c'est lui. Et puis elle va pour partir et c'est là que ton MacGuffin / carabine de Tchekhov la montre, qui fait une petite mélodie, remplit son rôle, c'est-à-dire qu'elle l'a fait tomber. La mélodie commence et là ils se rappellent. Et ils finissent dans les bras l'un de l'autre. Ils se retrouvent tous les deux. A priori, ils n'auront jamais d'enfant puisqu'on apprend quand elle a perdu son bébé, elle pourra plus jamais en avoir, a priori. Mais au moins, ils se sont retrouvés tous les deux. Donc lui, il a plus rien. Hein. Il a que la cabane de pêcheur dans laquelle il vit là. La cabane au fond du jardin. Donc après, tu peux te dire, il va la suivre dans la ville, je sais pas dans quelle mesure il est pas pourchassé. Ou... Après, il s'est fait passer pour mort. Je veux dire, ils peuvent partir même aller en Europe. Et puis voilà. C'est pas fait passer. Il était considéré comme parce qu'en fait, la manière dont ils se sont quittés, ils seraient morts sur le champ de bataille. Ils se sont retrouvés entre temps, ils se sont rabibochés et ils se sont remariés de manière occidentale aussi dans une église. Ils ont eu un mariage. Et là aussi, il l'a encore envoyé au loin, comme il l'a fait. Et décidément, c'est bis repetita. Tu sais, encore avec le médecin. Cette fois, il l'a bien endormi pour l'envoyer, parce que là, il a compris que pour le coup, il est plus dans la saisie et il veut vraiment la protéger en fait. Et il sait que ça va probablement pas bien se passer pour lui sur le champ de bataille. Le fait est, ça s'est pas bien passé. La bitch est morte aussi. Elle a eu sa rédemption aussi de dernière seconde parce que après avoir trahi, parce qu'elle a trahi le mec. Elle a vendu les plans de bataille au Jap quand même. Donc elle l'a trahi aussi. Elle était enceinte de lui. Tu sais pas comment. Grand mystère. Alors, à un moment, elle l'arnaque, a couché avec lui en l'alcoolisant. Elle profite d'une nuit où il est complètement bourré et il croit qu'il est en train de coucher avec il voit le visage de l'héroïne. Hein. De l'héroïne, voilà, il veut bibiche, il voit son visage et donc du coup, lui, il a l'impression qu'il fait l'amour avec la femme qu'il aime. Mais évidemment, c'est avec la bitch qui d'ailleurs, quand elle entend le nom de la fille, elle le prend pas très bien. Et donc là, tu te dis, ok, peut-être que là, c'est le moment où elle va tomber enceinte, mais elle tombe pas enceinte là, elle tombe enceinte beaucoup plus tard. Et donc tu te demandes comment et à quel moment elle est arrivée à le re-arnaquer pour tomber en cloque, parce que on l'a pas vu ça, donc ça avait pas de sens. Je comprends pas comment... Non, mais elle a été punie parce qu'elle aussi fausse couche. D'ailleurs, elle se sort très bien parce qu'après être là à pisser le sang, elle se retrouve sur le champ de bataille, tu sais pas comment, mais donc elle crève sur le champ de bataille, dans les bras du type. Donc quelque part, elle a la mort qu'elle souhaitait et puis elle s'est rachetée une conduite puisqu'elle est morte héroïquement sur le champ de bataille. C'était une guerrière, hein, donc elle a fait ce qu'elle devait faire. Et en plus, entre-temps, il s'est passé un truc. Aussi, c'est un truc aussi qui est pas bien réussi dans la série. C'est le moment où le type voit le sosie, donc notre héros voit le sosie de l'héroïne, à un moment où il l'a perdue, où elle est plus avec lui, où il croit qu'il la reverra jamais et qu'il l'a perdue pour toujours, passe une pute qui a le visage de l'héroïne. Et tu sais que c'est pas une hallucination de sa part, parce que quand il la ramène dans la casa, qu'il l'épouse en concubine, la bitch vacille en se disant mais elle va me poursuivre jusqu'au bout cette salope, parce que donc du coup elle la reconnaît aussi, elle a vraiment le même visage. Tu pourrais penser que c'est juste lui qui la voit dans vaguement une ressemblance, mais non, c'est le sosie. Et donc tu as cette version dégradée, vulgaire de la femme qu'il aime, qu'il décide d'avoir avec lui. Il joue à la poupée en fait, parce que il l'habille comme elle, il la coiffe comme elle, il lui met les trucs. Il refuse d'avoir des relations sexuelles avec elle, parce qu'il sait très bien que c'est un simulacre. Mais c'est juste qu'il veut avoir le simulacre dans la maison, parce qu'il a l'impression qu'il l'a pas perdu et qu'il aura fait les choses bien. Sauf que en plus, comme c'est une connasse, ça se termine pas bien. Elle finit par se faire flinguer par la bitch il est complètement perturbé quand il voit la mort parce qu'il a l'impression d'avoir perdu une deuxième fois la femme qu'il aime, en disant mais je peux jamais faire les choses bien, j'arrive pas à rattraper les choses. Il va retrouver à rattraper les choses puisqu'ils se retrouvent ensemble et qu'ils arrivent à se redire leur amour et à se redonner une chance. Bon, sauf que la guerre fait que elle le croit mort sur le champ de bataille, tu le laisses dans des conditions où tu ne peux pas douter qu'il est mort, entre des gens qui se battent à bout portant et des explosions à droite à gauche. Sauf que 7 ans après, au cinéma, avec le médecin qui normalement elle va épouser parce que tout les rapproche, elle voit passer aux actualités. Alors décidément, quand c'est pas les journaux, c'est les actualités ciné. Elle voit un visage, elle sait que c'est lui, tu vois, c'est de dos, 3/4, mais bon, comme nous, elle a vu que c'était Wallace, donc du coup elle l'a reconnu aux 3/4, c'est lui, il est vivant, il faut que je le retrouve. Et c'est là qu'elle arrive dans ce village de pêcheurs dont tu parlais en fait. C'était ça, c'était les actualités. Alors c'est aussi pour ça que ça m'a fait penser à nos films de la Seconde Guerre mondiale, ou aux séries qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris les séries genre Daniel Steele, machin, quoi, enfin adaptées de ses romans. C'est que très souvent, ça c'est une grosse ficelle, tu vas avoir la fiancée qui voit son mec aux actualités.
les montages avec nos braves soldats qui défendent la veuve et l'orphelin, nos braves c'est soldats. exactement ça. En fait, il s'est racheté une conduite par les camps. Il est digne de rejoindre l'ère communiste. Oui, il y a ça aussi. Le fait qu'il ait une amnésie, ça aide pas. Mais oui, effectivement, elle le reconnaît. Et c'est vrai que le médecin, il est choupi jusqu'au bout, quoi. Parce que il l'aime elle, mais malgré tous ses défauts, il aime aussi son meilleur ami, donc le personnage de Wallace Chung. Et il a bien capté que sa sœur, c'était une bitch. Il a essayé de la mettre en garde plusieurs fois, genre tu vas détruire sa vie, il t'aime pas, tu seras jamais heureuse, tu peux pas, si tu te maries dans ces conditions, sur un chantage, tu seras jamais heureuse, ça marchera pas, etc. Et elle l'a pas écouté, elle l'a jamais écouté, donc elle a fait son propre malheur aussi. Parce que elle aussi, elle est comme les autres, elle est dans l'égoïsme et le moment, quoi. C'est ça, donc voilà. Du coup, on se rend compte qu'ils sont au top quand chacun est dans le renoncement pour le bien de l'autre, en fait. C'est toujours dans la dernière morale, phase de l'histoire, c'est la phase de maturité, en fait. Parce qu'on les retrouve, il s'est peut-être passé 10 ans, 8 ans, un truc comme ça. 7 ans. 7 ans en tout, entre le moment où il la rencontre. Ah, non, pas entre le moment de la rencontre. Ça, je ne sais pas combien d'années, effectivement. Ça doit faire plus, voilà, tu as raison. C'est peut-être une dizaine d'années, oui. Puis bon, ils ont traversé plein d'épreuves, ils ont quand même perdu beaucoup. Et finalement, ils sont arrivés à une forme de maturité et on sait que leur histoire d'amour va être beaucoup plus apaisée, beaucoup plus respectueuse, beaucoup plus... Il y avait déjà de la tendresse, ils faisaient preuve de tendresse entre deux élans de passion irrépressible, quoi. Mais là, c'est l'amour dans sa phase mature. Oui, après, voilà, c'est joli que ça se passe autour de la montre, hein, donc le côté, le temps qui passe, les souvenirs, les machins, il y a beaucoup de choses que tu pourrais dire avec la montre, hein, justement. Il y a aussi les orchidées. On avait parlé des fleurs, parce qu'elle adore les orchidées, donc il lui fait une serre à orchidées, et puis elle lui dit « Oh, mais elles vont jamais s'acclimater dans ce climat, ça marchera pas. » Donc lui attend que la fleur, parce qu'il lui dit mais si ça va fleurir et tout, ça sera une preuve de notre amour, et elle y croit pas du tout, et lui il y croit, il croit, et effectivement la fleur, enfin les plantes vont fleurir à des moments clés dans leur relation. Justement il y a une fleur juste avant quand elle va traverser les lignes ennemies pour le rejoindre, quand elle décide de tout plaquer le mariage alors que lui a perdu tout espoir, une fleur apparaît sur son symbidium, donc il se dit ah ça y est, une fleur, c'est ironique parce qu'elle est en train d'épouser un autre, et en fait elle est en train de venir vers lui, donc effectivement c'est un preuve que leur amour est béni des dieux d'une certaine manière, on va dire, tu pourrais en douter vu tout ce qui leur arrive. Et puis ça refleurit également lors de leurs retrouvailles plus tard, chaque fois les fleurs sont là. Alors, les orchidées qui sont des symboles justement de l'amour, alors c'est marrant parce que nous orchidées, tu vois, tu penses forcément sensualité, et si tu penses à Marcel Proust, tu penses à faire Cattleya, ce qui veut dire faire l'amour. Dans Un amour de Swann, c'était l'expression qu'utilisaient les personnages pour faire de baiser, c'était on va faire Cattleya. Donc que ce soit lié à leur amour, moi ça m'a fait marrer tout du long. Évidemment, ils n'ont pas la même référence, je ne pense pas qu'ils aient pensé en termes proustiens. Donc c'est plus un symbole du couple marié en Chine. Et pour Confucius, l'orchidée, il avait décidé que lancer la phrase que l'orchidée poussait là où les autres ne le pouvaient pas. C'est intéressant par rapport à la question de leur amour, qui est finalement un amour pas possible normalement. Donc l'idée de cette espérance que cet amour va fleurir alors que tout fait dire que c'est cramé d'avance. Alors Confucius le pensait pas nécessairement pour des raisons amoureuses, il le pensait plus par des questions de moralité, parce que pour lui l'orchidée c'était l'emblème de l'homme vertueux. Ce qui me fait rigoler quand tu vois c'est ça, du symbolisme. C'est ironique. Sinon, c'est la fleur de la beauté par excellence. Alors, c'est l'idée de. Tu peux utiliser cette phrase. Apparemment, tu peux utiliser le terme orchidée en adjectif quand tu veux dire d'une pièce qu'elle est belle, ou de mots qui sont beaux, ou d'une femme qu'elle est belle. Tu dis c'est une femme orchidée, ou ce sont des mots orchidés, ou ce sont des pièces orchidées. Ça me fait penser à notre petite orchidée de Love Between Fairy and Devil, tu vois. Donc. C'est chou. Alors là, il y en a de la beauté au milieu, effectivement, finalement cette fleur au milieu de tout ce qui est la merde autour. Voilà, je sais pas si cet amour est une vraie beauté en fait. Alors, c'est un train wreck à regarder, quoi. Si tu le regardes en te disant c'est jouissif, mais c'est pas une histoire d'amour que tu souhaites à quiconque en fait. Non, c'est jouissif à regarder, mais dans la vraie vie, ça marche pas. Non. Personne ne souhaite ça. Personne ne souhaite ça, mais c'est vrai que ce qui fait que tu es embarqué là-dedans,
là-dedans, les acteurs sont extrêmement talentueux. C'est du cul, disons-le franchement. Les scènes sont bien, quoi. Voilà, c'est juste qu'elles sont vraiment hyper réussies et que ça, c'est vrai que c'est un personnage de anti-héros byronien irrésistible, quoi. Ah ouais, non, il est vraiment, c'est un drama et un personnage, mais même le personnage féminin qui sont très très bien. Oui, écrits. elle est bien aussi. Elle est vraiment à la hauteur. C'est pas ton oie blanche un peu gnangnan, un peu chiante, un peu, je veux dire, elle est intelligente, elle est cultivée, elle est courageuse parce qu'elle est partie toute seule en Russie. Elle est parfois inconsciente, égoïste. Quand elle plaque le fiancé, il devient la risée de toute la ville. Voilà, enfin. Et puis en même temps, elle fait preuve de compassion. Elle se met en danger pour aider les autres. Elle se met en danger pour l'aider lui dès le début. Elle a la jugeote. Elle a du sang-froid. Donc c'est vraiment un personnage hyper intéressant. Elle est pas parfaite, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas une Marissou du tout. Il y a le nombre de fois où t'as envie de la claquer, tu te dis non mais attends. Le nombre de fois où lui t'as envie de le claquer, bah pareil. Hein. Mais c'est un duo explosif qui s'apaise avec l'âge en fait. Moi j'étais contente du happy end, même si j'y croyais pas du tout, vu que c'est l'ère républicaine, ça m'a vachement surprise en fait qu'il soit parti sur un happy end. Agréablement surprise parce que finalement même si les personnages sont pas très attachants, j'étais triste pour eux quoi. C'était douloureux cette histoire d'amour, donc qu'ils aient un happy end tranquille pépouze pour vivre heureux vivons cachés, ouais ça me fait bien plaisir. C'est effectivement d'autant plus étonnant que je te dis que normalement il n'existe pas ce happy end. Alors du coup je suis bien incapable de dire comment ça se termine, probablement juste il doit mourir, j'imagine à la fin, ça doit être la fin où il est mort sur le champ de bataille. Je vois pas ce qui a pu arriver d'autre, mais ils ont rajouté ça et c'était pour beaucoup de personnes qui apparemment connaissaient le roman, c'était une surprise et ça faisait sortir de son cul quoi. C'était presque pas compréhensible. C'est marrant parce qu'on a eu le truc inverse dans Sealed with a Kiss, où il y a un point commun entre ces deux dramas parce que bon, dans le fait que tu peux avoir le côté séquestration machin, il y a un amour pour les grues en papier que tu retrouves, donc on voit bien sa patte à Feo Sesson là. Mais en dehors de ça, Sealed with a Kiss dans le roman ça se terminait avec un happy end. Bizarrement le couple se rabibochait alors que le drama avait choisi de ne pas faire le happy end. Ouais, et là on a le contraire qui est que le roman se terminait mal et ils ont décidé de faire, alors c'est parce qu'ils ont estimé probablement que le personnage c'était Wallace, était beaucoup plus rattrapable, repêchable littéralement, c'est un pêcheur que le personnage évidemment dans Sealed with a Kiss qui était un violeur. Ah oui, un violeur, oui, non, quand même. Là, c'est pas un violeur, un peu relou à certains moments, très clairement, mais il la viole pas. Non. Et c'est ça qui est joli, c'est la sensualité qu'il y a entre les deux, parce qu'évidemment, encore une fois, c'est une jeune fille, elle n'avait pas d'expérience sexuelle, donc au début, elle savait pas quoi en faire. Mais il y a vraiment de la sensualité entre les deux, elle en joue elle-même plus d'une fois. T'as des scènes, comme t'as dit, de tendresse, mais de sensualité, ça restait de la tendresse sexy quand même. Mm-hmm. Et il y a un moment d'ailleurs très touchant, juste avant que il lui fasse le plan de bâtard de l'abandonner, où ils partent faire un pèlerinage dans la montagne. Et la veille, ils ont une scène d'amour tous les deux. Pendant qu'elle dort, il est en train de lui toucher la cicatrice qui est restée de quand elle a pris une balle pour lui. Ouais. Scène que t'as rarement, parce que t'as rarement des femmes avec des cicatrices dans des dramas chinois, parce que tu penses que les femmes soient parfaites, donc c'est rare que t'aies des cicatrices, et j'ai trouvé ça joli qu'il fasse ça. Ah oui, parce que souvent c'est le mec qui se met en protection, encore que et souvent c'est la femme qui caresse les cicatrices de l'homme dans un souvent, signe d'acceptation. Pas aussi souvent que ce qu'on voudrait, hein. Ouais. Sauf dans Star Wars, mais ça c'est un autre débat. Mais le fait est que là c'était vraiment mignon choupi. Cette scène elle était vraiment chouette. Ouais. Ah, c'est une très jolie scène et pourtant tu la vis et c'est pas vrai, il va pas faire ça. C'est dégueulasse. Ouais, parce que et dans le même temps tu sais très bien qu'il va la quitter en fait. Ah, elle va pas la quitter de son point de vue. Oui. Voilà. C'est ça qui est terrible, c'est que tu te dis, mais l'aveuglement du type, l'arrogance du type de penser que c'est possible, quoi. Alors bon, parce qu'évidemment, l'autre, ils auraient pu aussi faire un concubinage, mais évidemment, l'autre, elle a sa propre arrogance, elle est fierotte, il n'est pas question qu'elle soit une concubine. Je suis pas sûre que notre héroïne aurait accepté non plus qu'il y ait du concubinage. C'était sûr que c'était hors de propos. Dans cette scène d'introduction qui est tellement prenante, quand il dit, qu'est-ce que t'as fait de notre gosse, t'es là, ouh.
Ah oui. Je sens qu'on tient du très lourd là, je signe, j'achète. Mais je te dis, c'est quelque chose qui depuis est beaucoup repris dans la plupart des dramas républicaines que j'ai vus, qui essayent de reprendre ça, c'est l'élément de l'enfant et éventuellement d'un avortement, d'une fausse couche d'enfant. Je l'ai vu dans d'autres dramas et c'est toujours des scènes qui sont très... dont Seal with a Kiss. Ouais, qui sont très poignantes. Non mais républicaines spécifiquement, qui à mon avis doivent énormément à ce drama-là. Je pense qu'il tourne autour de ça depuis, parce que ça a vraiment ça a marqué les gens. Et ce personnage d'officier pas gentleman a marqué les gens. Tu vois nous y compris, tu vois, aujourd'hui, qui sont encore, et bon, vous aurez eu les visuels tout du long, mais comment veux-tu résister à ce visuel-là, quoi. Je veux dire, il est... Et tous les autres personnages que j'ai pu voir en art républicaine sont des héritiers de Mo Fong, d'une certaine manière. Pas toujours au pied de la lettre, mais ils sont des héritiers de ça. Essayent de tourner, les personnages essayent de se... J'ai l'impression que les acteurs essayent de se mesurer à cette impression qu'a pu laisser Wallace Chung dans son rôle de seigneur de guerre pour Too Late to Say I Love You. C'est dire l'impact de ce drama encore. Ah, je pense, hein. Je pense qu'il a eu un gros impact, ouais. Je pense que clairement, ouais. Et il tient encore la route, bien que voilà, la photo a un peu vieilli, les costumes peut-être, les décors, j'en sais, encore que ça avait le mérite d'être des décors réalistes, réels. Enfin, ça fait pas carton-pâte, quoi. Non, franchement, c'était bien foutu. C'était bien foutu. Bon, on a parlé des talons, donc on conseille d'aller en faire un tour, hein. Les talons. À Dada. Ah non, mais vraiment, si amour et passion ou aventure et passion, c'est votre cam, allez-y. Alors pas les yeux fermés, ce serait dommage de pas voir Wallace, mais nous on vous le recommande à 300%. Vous savez dans quoi vous vous engagez, quoi. C'est pas fluffy, quoi. Oui, puis mais c'est pas comme pour Mike's Revenge un spectacle trash pour autant. Non, c'est pas du crack tout à fait non plus. Il y avait un budget, il y avait une mise en scène, il y a des efforts, enfin il y a du jeu d'acteur, il y a vraiment c'est pas cheap, quoi, du tout. Et moi j'ai aucun problème avec les trucs cheap, encore une fois, quand ils sont bien joués, puis bien assumant pleinement et donnant le truc, hein. Ça peut être très bien fait du truc cheap et il en faut aussi, en fait. Mais ce drama, il est pas cheap du tout et effectivement, oui, il a eu un impact. Et si vous vous intéressez à cette période au drama chinois ou si vous aimez ce genre, comme tu l'as dit, finalement, amour et passion sur fond de guerre, je pense qu'il faut le voir, quoi. Et je pense que même un garçon pourrait y trouver son compte. Même si c'est un female gaze, il y a beaucoup de garçons qui aiment ça, hein, qui trouvent leur compte. Et il y a suffisamment d'enjeux politiques, même si c'est vrai qu'on n'a pas insisté dessus. Il y a suffisamment de... on n'est pas venu là pour ça, nous. De rebondissements, d'intrigues, de contexte. Lié au contexte que on peut trouver son bonheur. T'as essentiellement des personnages masculins en fait là-dedans. Et puis même la personnage de la bitch. Elle est très mec, hein, elle est habillée en. Voilà. Machin. Pour l'époque, j'entends. Hein, elle a son petit blouson en sky PVC. Je veux dire, elle est pas là. Ouais, elle fait presque plus, tu vois, Gestapo, hein, avec son par-dessus. D'ailleurs, il lui reproche à un moment. Je me souviens du moment où elle est là à vouloir lui amener le thé, machin, et il lui dit mais qu'est-ce que tu fous quand ils sont mariés, il l'aime pas encore une fois. Il dit mais qu'est-ce que tu fous là à vouloir faire la bobonne alors que je veux dire t'es une militaire quoi en fait. Je veux dire ils étaient sur le champ de bataille ensemble, ils se connaissaient comme des collègues en fait. Et lui il la voit pas autrement que comme une collègue qu'il respecte probablement en tant que collègue, mais il l'aime pas et il a pas de désir pour elle, bien que ce soit une très jolie fille. Il a jamais calculé comme ça en fait. Et donc du coup il lui dit mais limite il dit mais comme tu es tombé bas d'être là à vouloir servir la soupe. Ça, hein. Alors que qu'est-ce que tu cherches à faire? C'est pas ton rôle, c'était pas comme ça que t'as été casté. Pourquoi tu fais ça? Je comprends pas. Alors que dans le même temps, il avait pas de problème même si quand il a pris le simulacre, il en a fait une version. Encore une fois, c'était un simulacre, il le savait, tu vois, mais donc très 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 limité, parce qu'en plus elle était con comme maman, donc il lui disait régulièrement mais tais-toi quoi, je veux pas t'entendre parler. Donc, parce que tais-toi, juste tais-toi. Tu t'habilles comme je t'ai dit, tu restes là posé, je veux juste être assis à côté de toi parce que j'ai l'impression de... Et toi, à un moment, elle essaye de lui sauter dessus et non, mais ça va pas être possible, quoi. Je veux pas coucher avec la poupée gonflable, en fait. Mais dans le même temps, l'autre, par contre, l'amour de sa vie, il la cantonnait pas du tout à un rôle de bobonne puisqu'elle l'accompagnait partout. Il était fier qu'elle fasse partie du camp militaire et d'être avec lui à ses côtés, en fait. Ah, mais carrément.
il était carrément ultra fier. Donc c'est pas un gros patriarcat misogyne du tout. Ah non, du tout. Il est macho, c'est-à-dire que c'est un homme viril qui assume sa sexualité et sa masculinité, voilà. Mais c'est pas, il est pas à penser que les femmes sont des moins que rien. Enfin, il a aucun regard misogyne. Non, c'est sûr. Ça fait partie de ses grandes qualités. Et il en a quand même, en dehors du fait qu'il est joué par Wallace Chung. Oui, voilà, c'est sûr. Mais en même temps, tu pourrais nous coller le pire bâtard du monde joué par Wallace Chung. Je serais pas contre le fait de le voir dans un full villainous crush. En vrai villainous crush, en full méchant, ce serait bien. C'est un anti-héros. C'est un anti-héros byronien. Comme on les aime. Comme on les aime. Voilà, même s'il est jamais habillé en noir. Voilà, c'est comme ça. Pas besoin d'être habillé en noir. Non, l'uniforme, ça peut le faire aussi des fois. Ouais, en peignoir blanc, on prend. Ah, écoute, va savoir ce qu'il va nous réserver dans son rôle d'empereur. Moi, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte. J'ai très hâte. Ça, je suis en manque de Wallace frais. Donnez-moi du Wallace tout frais. Je veux voir ce que ça donne, comment ça vieillit, comme un bon vin, tout ça. Voilà, voir ce que ça donne et qui nous donne un rôle. Parce que j'ai peur, tu vois, qu'ils partent, parce que du fait que plus vieilli, tu sais, plus les empereurs deviennent plus bankable. Ouais, voilà, soit ce sera plus le love interest, mais ça m'étonnerait quand tu castes Wallace Chung, tu vois, ils vont mettre à côté le petit jeune, le garde du palais, le prince. Il n'aura aucune chance, le mec en face. Sauf si c'est Léo Luo, tu vois. Ou sauf si effectivement ils ont décidé de garder le sex appeal sous le peignoir, quoi. C'est-à-dire de plus du tout le filmer comme de plus lui donner de scène. Des fois ils sont capables de faire ça et ça c'est moche, tu vois, sur les personnages qui vieillissent. Des fois il y a des moments où ça baise aussi quand c'est vieux. Ce serait beau, par exemple, une histoire d'empereur vieillissant qui découvre l'amour avec une femme plus âgée. Ah, c'est rare ça. Ils avaient essayé il y a pas longtemps, c'était un vrai ratage, j'ai oublié comment s'appelait ce Shining Just For You, je crois que ça s'appelait, un truc comme ça, avec William Fong et Pang Seo-jan de Goodbye My Princess, et où je fondais de grands espoirs malgré de la what the fuckerie pas possible. Je fondais des espoirs, mais malheureusement, justement, alors que c'était un empereur plus âgé, et Dieu sait s'il y avait des gens qui avaient gueulé sur le fait que mais il devrait pas être casté comme le love interest parce qu'il est trop vieux. Je ne suis pas d'accord. Non, puis en plus c'était pas une gamine, Pang Seo-jan, donc bon, ça me ferait chier si effectivement c'est une toute petite nénette, parce que voilà, tu mets une nana de 18-19 ans, oui, t'as une différence d'âge, alors qui était réelle dans ces histoires-là. Je veux dire, tu pouvais te retrouver avec un vieux barbon avec une nénette, je veux dire, c'était une réalité, mais est-ce que j'ai envie de le regarder? Pas vraiment, en fait. Non. Voilà, c'est la vérité historique, mais ça me fait chier à regarder parce que ça pose d'autres problèmes. Mais bon, ils sont capables de faire des choses d'empereur qui découvrent l'amour. Par exemple, dans Yancy Palace, tu vois, il a eu 12 000 femmes, t'as son harem, t'as son machin, mais la seule dont il tombe amoureux dans Yancy Palace, c'est la nénette qui vient d'arriver, et l'empereur qui tombe amoureux, et pour le coup, très bien réussi. C'est un bon exemple, celui-là. Alors s'ils peuvent nous faire ça, avec une minette un peu moins jeune. Sauf que la nana, elle est quand même relativement jeune, si c'est Crystal. Oui, si c'est vrai, relativement jeune. Mais je pensais plutôt pour un futur où il serait encore plus âgé, tu vois. Va voir s'il va nous refaire un drama historique après, je ne sais pas. Déjà, qui va le doubler? La question. Ouais, on va voir ça. Faux, on a hâte. Je sais pas quand il va sortir. On est à l'affût. Bon, et sur ce, on peut conclure effectivement. Donc Wallace, faut y aller. Hein. Quoi qu'il arrive, il faut aller faut voir. Toujours y aller sur Wallace. Surtout celui-là, en fait, parce que c'est vrai que même si on les a pas vus dans l'ordre où il les a filmés, en tout cas c'est mon cas, celui-là c'est un des meilleurs. Il est exceptionnel. Et si vous vous intéressez à l'ère républicaine, effectivement c'est l'État noir. Le problème c'est qu'une fois que t'as vu celui-là, il te ruine un peu pour tous les autres qui suivent, quoi. C'est le seul problème. C'est comme quand t'as lu les Cantos d'Hyperion de Dan Simmons, te faire du space opéra derrière, c'est un peu dur. C'est un peu dur parce que personne n'arrive à lâcher. Peut-être pas regarder les autres tout de suite après, encore que se faire. Je pense que de toute façon, il faut avoir un état d'esprit particulier pour se dire je me fais un cycle républicaine, parce que t'es sûr que tu te fais faire la dep de chez la dep, hein, parce qu'encore une fois, souvent ça se passe pas très bien et c'est quand même que des histoires. Souvent, t'as des histoires de vengeance, machin, torture et bidule, et t'en prends quand même plein la gueule. Donc c'est vrai que non, je conseille pas de faire un cycle républicaine si on est innocente et fragile ou voilà. Donc mais les mini dramas font l'affaire en républicaine. J'en ai quelques-uns à devoir regarder. Voilà, donc je dirais exactement, mais mini-drama, il y en a 2 que vous pouvez vous faire sans problème.
même le Maid's Revenge dont on a déjà causé si ça n'est pas déjà fait. Alors ça, ce serait la version trash, mais voilà, encore une fois, un héritier de Mujang Fang, mais en mode un peu plus choupi, j'ai envie de dire, quasiment. Et puis Circle of Love récemment, pareil, un mini-drama qui est un bel héritier également de Mujang Fang et avec un acteur qui a une belle virilité. Faut absolument que je le un bon héritier pour Wallace. Et avec une héroïne pas quiche du tout. Elle est très très bien cette fille aussi. Elle m'a vraiment surprise. Ah bah j'achète alors. Je trouvais ça très bien. J'en ai marre des quiches. Voilà. Et écoute, à part pour la Lorraine. En attendant, bonnes vacances à vous. Enfin bonne fin de vacances parce que cet épisode sort en août. Et puis le cycle Wallace se poursuivra à un moment ou à un autre. En attendant, on nous sortira d'autres dramas ou d'autres choses. À bientôt. À bientôt.